C'était donc ça, tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce 4e épisode déjà du balado Une invention sans avenir, un podcast transatlantique où on se retrouve pour parler de cinéma, de politique et bien plus encore. Et je suis d'autant plus heureux en sachant que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux. Nombreuses et nombreux à ne pas vous laisser abuser par l'ironie de notre titre en référence à une fameuse anecdote selon laquelle Antoine Lumière aurait dit à Georges Méliès que le cinématographe, c'est-à-dire l'invention de ses propres fils, les frères Lumière, n'avait, je cite, aucun avenir commercial. Bon alors pour ce qui nous concerne, le podcast n'a aucune ambition commerciale, mais vous imaginez bien que si on passe autant de temps à préparer des émissions, à animer des chaînes YouTube, voire à enseigner le cinéma et je sais pas, à faire des doctorats, c'est parce que on est quand même content que cette invention ait eu finalement un bel avenir jusqu'à être vivante aujourd'hui au présent pour qu'on en parle encore. Oui. À mes côtés, aujourd'hui pas moins de 4 invités, on va parler de femmes et de cinéma. Aujourd'hui, vous le savez peut-être si vous êtes des fidèles de l'émission, sinon il faut aller réécouter nos 3 premiers épisodes d'emblée. Alors je vous les présente sous le mode des cinéastes femmes. S'il était une femme de cinéma, il serait sans aucun doute Alice Guy, celle qui est considérée comme la première femme cinéaste et l'une des premières cinéastes tout court. Une pionnière donc à qui les historiennes et historiens s'attachent depuis quelque temps à redonner sa juste place dans l'histoire du cinéma. Alice Guy parce que c'est lui qui a eu l'idée de nous réunir pour parler de cinéma, le co-créateur avec moi de ce podcast. Raphaël, salut! Salut Robin, salut à tous et à toutes. Ça fait super plaisir d'être là avec vous. Et t'as vu, j'ai réussi à pas réagir à ta blague sur Denver, à te laisser tout seul avec ta solitude. C'est ma nouvelle stratégie. En plus, pour une fois, je l'ai pas noté. J'ai pas parlé des dinosaures ou quoi que ce soit. C'est tout. C'est devenu normal maintenant. J'ai normalisé Denver. On vieillit. Bon, tu seras Alice Guy aujourd'hui, Raphaël. C'est bon pour toi? Parfait, ça me va. À nos côtés, si elle était une femme de cinéma, allez, je lui en donne 2 pour le prix d'une. Elle serait sans aucun doute les sœurs Lana et Lily Wachowski qu'elle adore puisque comme les Wachowski, elle maîtrise la philosophie qu'elle enseigne et elle aime se plonger dans des mondes virtuels, plutôt ceux du jeu vidéo. Cela dit, Alice est avec nous. Salut Alice. Salut tout le monde. Ça aussi, c'est bon pour toi, les Wachowski, c'est ton rayon. Ah, ça me va parfaitement. Je suis fan de Sense8, Matrix. Parfait. Est-ce que ça veut dire que tu es 2 personnes? Peut-être. Peut-être, il y a de la dualité. Ouais, je me suis dit ça servait à rien de choisir entre les 2 sœurs. Notre 3e invité est lui aussi prof de philo. Alors si je devais le comparer à une femme cinéaste, je vous avoue que j'hésite un peu quelque part entre Amandine Gay en référence au film Ouvrir la voie, l'art de guider les autres à penser, à prendre la parole, c'est très socratique au fond, et ma chouchoute Diane Curis, la réalisatrice du formidable Diabolomante, ce film d'école teinté d'adolescence féministe. Ça aussi, ça lui va bien. Cédric est avec nous. Merci pour cette comparaison, c'est très gentil. Je t'en prie. Salut Cédric. J'hésite encore, mais tu as le droit d'être entre Amandine Gay et Diane Curis, c'est bon. Les 2. Et enfin, dernière invitée et non des moindres, de la même manière que Julia Ducournau déboule avec fracas et talent dans le cinéma mondial, elle vient d'arriver parmi nous et peut-être qu'elle aussi, elle va nous aider un peu à nous réinventer, à nous révolutionner, je sais pas. C'est sa première participation à Une invention sans avenir. Elle anime la chaîne YouTube Cinéma et Politique. On devrait donc bien s'entendre. Clémentine est avec nous. Salut. Bonjour. Est-ce que t'es prête à faire entrer les monstres chez nous? Je vais essayer. Ouais, je t'ai mis un peu la pression, là. Julia Ducournau, là, ça... Bon. La pauvre, j'ai même pas vu son film, donc bon. Ah, bon, il y a encore le temps. Moi non plus, je l'ai pas vu, il est pas encore sorti au Québec. On va en parler. Puisqu'on est sur le sujet, lançons l'émission, justement, là-dessus. Il y en a 2 parmi nous qui ont vu Titane. Est-ce que vous voulez quand même dire un mot de cette Palme d'Or au Festival de Cannes cette année, puisqu'on va aujourd'hui parler de femmes et cinéma. Alice? Oui, j'ai vu Titane hier soir. C'était vraiment un film très fort. Beaucoup de malaise, comme dans Grave. C'est quand même des films difficiles à regarder. C'est pas des films devant lesquels on se sent bien tout du long, mais ça bouscule énormément. La manière de filmer les corps notamment, c'est incroyable. Et puis j'étais réellement émue pour la Palme d'Or. Ça m'a vraiment fait quelque chose de voir qu'elle l'avait eu et j'en suis vraiment très contente.
Raph, toi aussi, t'as vécu ça, Ouais, très 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 heureux pour Julia Ducournau que j'avais adoré dans Grave vraiment dès sa sortie et j'avais beaucoup d'espoir pour elle et je m'attendais pas à ce qu'elle les réalise si vite, mais ça fait super plaisir. Pour te dire, quand elle a eu la palme, j'étais en vacances, j'avais pas allumé Twitter depuis 2 jours, je l'ai allumé, j'ai vu ça, je l'ai réteint et je suis parti content faire du vélo. Donc c'était génial. Ouais, juste la petite info qui fait du bien au bon moment. Il en fallait pas plus, c'était bon. Bon, c'est pas vraiment un film de vélo, hein, c'est plutôt un film de bagnole pourtant, si je me trompe pas. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, juste le lendemain, j'ai eu un accident de voiture, enfin une panne de voiture, donc comme quoi il y avait vraiment un truc. C'est le karma, tu vois. Bon. J'en profite pour rappeler aussi, parce qu'évidemment, on a beaucoup parlé de la Palme d'Or, mais plusieurs prix importants ont été cette année remportés par des cinéastes femmes à Cannes. Caméra d'Or pour le film Murina de Antonetta Alamat-Kuzijanovic. Prix Un certain regard pour Les poings desserrés de Kira Kovalenko. Queer Palm pour La fracture de Catherine Corsini. L'œil d'or pour A Night of Knowing Nothing de Payal Kapadia, et puis j'en passe, Afsia Herzi, un prix pour Agnès Godard, directrice de la photographie, pour toute son œuvre, etc. Donc je pense que ça plante bien le décor aussi pour notre émission d'aujourd'hui. On parlait tout à l'heure du présent et du futur du cinéma. Alors l'avenir du cinéma est-il moins masculin? C'est peut-être un peu la question qu'on pose aujourd'hui dans cette émission consacrée au mois sans hommes. Et oui, dans le dernier épisode, petit rappel, on vous a proposé un défi à la fois cinéphile et politique, une manière d'interroger, peut-être d'éduquer nos propres regards. 1 mois donc, sans regarder aucun film réalisé par un homme. Le défi a-t-il été réussi de votre côté? Comment ça s'est passé pour vous? Parce que on l'avait dit d'emblée, un défi, ça peut se rater. Fait que comment vous l'avez vécu? Clémentine, tu veux commencer? Oui, alors moi, j'avoue, j'ai raté le défi partiellement puisque en fait, vu que je prépare une prochaine vidéo pour ma chaîne, j'ai dû regarder Naissance d'une nation. Oh là. Donc voilà, un film réalisé par un homme et qui plus est par un homme très raciste. Voilà. Ouais, c'est clair que toi, t'as mis une exception, mais alors t'as mis la barre très très haut. Ah bah, on m'a dit de faire entrer les monstres, hein, donc... J'avais pas pensé à ça. Tu l'as vraiment pris au premier degré, c'est magnifique. Ça commence fort. Hein. Ouais. Bon, à part Griffith et Naissance d'une nation, le mois sans homme, est-ce que ça t'a donné l'occasion de voir encore plus de films que d'habitude, par exemple? Bah, disons que ça m'a motivé à voir des filmographies que je voulais voir, enfin que j'ai pas vu forcément dans leur intégralité, mais par exemple, je voulais voir des films de Lina Wertmüller, donc qui est une réalisatrice italienne, et comme je suis une grande fan de cinéma italien, j'en ai profité pour voir un peu ces films. Bon, malheureusement, je ne les ai pas aimés, mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est un risque, effectivement, ouais. Voilà. Mais sinon, oui, voilà. Donc, j'en ai profité pour vraiment me lancer dans des films qui, voilà, étaient sur ma liste de films à voir avant de mourir et que maintenant je peux barrer. Voilà. Ouais. C'était une bonne occasion, effectivement. Cédric, toi qui regardes beaucoup de films en famille. Exactement, c'est ce que j'allais dire. J'ai essayé d'embrigader toute la famille qui, avec plaisir, a essayé de réaliser ce défi. Alors c'est partiellement réussi, hein, désolé. Mais on a fait quelques découvertes. Et donc c'était vraiment, je trouve, ce qui était super chouette dans ce défi. Découvrir des réalisatrices, des films auxquels j'aurais pas pensé tout d'abord. Voilà. Ouais. Raph? Ouais, c'est à peu près réussi pour moi. Je me suis juste rendu compte qu'il y avait un film qui a été co-réalisé par un homme et une femme. Je me suis dit que je pouvais le mettre dedans quand même parce que c'était un film de femmes. C'est Les bonnes manières de Juliana Rojas et Marco Dutra, qui est un super film de loup-garou, un peu réinventé en territoire brésilien. Mais voilà, à part ça, 100% femme, je m'y suis tenu. On n'avait pas fixé de règles non plus. Là, on fait ce qu'on veut. C'était vraiment surtout une occasion de se lancer dans d'autres types de visionnage. Alice? Ouais, c'est réussi de mon côté et je suis vraiment contente parce que j'ai vu vraiment plus de films que d'habitude et avec beaucoup de plaisir. Ça m'a vraiment motivée à découvrir du cinéma peut-être loin de ce que je regarde d'habitude et aussi à mélanger les styles et à voir voilà, un jour sur l'autre des films extrêmement différents. Et puis c'était super là, avec la rouverture des cinémas, il y avait des films de femmes, donc j'ai pu en profiter sans forcément laisser tomber le défi. Donc c'était vraiment un mois hyper enrichissant.
Bon, bah, je suis content. Oui, moi aussi, j'ai fait un mois en me tenant au défi parce que j'avais la chance de pas donner de cours pendant ce temps-là parce que c'est un peu comme Clémentine là. Sinon, j'aurais été obligé de regarder des films. Voilà, parce que on n'a pas le choix parfois. Mais non, je m'y suis tenu pendant un mois. C'était pas le mois de juillet, mais on avait commencé en fait le défi un petit peu avant, donc. C'est ça. En terminant cette introduction, quand même quelques petits mots pour finir. Dire que évidemment, on a nommé ça un mois sans hommes par la négative, dans une dynamique d'inclusion, hein, parce que voilà, on le tenait dans ce sens-là, mais il faut bien constater aujourd'hui qu'on va en fait plutôt parler, et on le fait déjà, de films réalisés par des femmes. Alors oui, c'est une vision binaire, et oui, on est conscient que les artistes qui justement s'identifient comme non-binaires, ce terme parapluie qui réunit en fait une multitude d'identités de genre qui sont ni exclusivement masculines, ni exclusivement féminines, ces artistes non-binaires sont aussi, et peut-être encore davantage, marginalisés, si ça veut dire quelque chose de le dire comme ça. Donc on n'est peut-être pas, nous, les plus légitimes, ni les plus outillés sur ces questions de genre, mais on sait qu'on a beaucoup de choses à apprendre, d'artistes à découvrir aussi encore. Donc, j'aurais envie de dire, n'hésitez pas à nous donner des conseils, comme nous, on l'a fait pendant un mois en vous proposant chaque jour un film de femme. Alors, ça n'est peut-être pas nous qui lancerons le hashtag cinéma non binaire, mais on aurait beaucoup à en apprendre, et je pense que c'était important de le reconnaître avant toute chose. Et justement, puisque j'ai commencé à interroger un peu ce slogan, cette étiquette qu'on a mis, la bannière un mois sans hommes, sous laquelle on a rangé ce défi, j'ai envie de céder la parole avant toute chose à Alice, quelqu'un qui a l'habitude de réfléchir aux appellations et aux concepts, hein, puisque tu es philosophe. Alors, quelques remarques générales peut-être pour commencer, Alice. Oui, je voulais faire un petit point sur les expressions moi sans homme, film de femmes surtout. Quand on dit film de femmes, ça pourrait sous-entendre qu'il existerait du coup des films d'hommes, des films de femmes, peut-être de la même manière qu'il y a des plats féminins en gastronomie par exemple. Et ce genre de propos, ça peut quand même faire un peu grincer des dents, surtout les personnes féministes, parce que ça renvoie à une forme d'essentialisme. Alors l'essentialisme, c'est le fait de penser qu'il y aurait une nature féminine, un être femme et un être homme, et qui serait inné et immuable. Et cette pensée-là, elle est un peu dangereuse, parce que ça peut tendre à l'immobilisme. On commence à dire, ouais, les femmes, elles sont douces, elles sont attentives, donc elles sont faites pour ça, et du coup c'est comme ça, et puis on va pas aller contre, et puis on va pas changer les choses. Dans le cinéma, ça pourrait se manifester par le fait de dire que si les femmes sont par nature plus sensibles ou plus attentives aux relations humaines, du coup elles feraient des films qui s'intéresseraient plus aux relations entre les personnages, etc. Et on se rend bien compte que de dire ça, c'est des généralités. C'est des stéréotypes qui sont réducteurs et même qui sont discriminants. Donc on peut déjà partir sur le principe que quand on dit film de femme, on le dit pas de manière essentialiste. Mais est-ce que refuser ce mode de pensée essentialisant, c'est forcément abandonner l'idée d'un cinéma de femmes ? C'est ça que je me suis demandé. Ouais. Parce que même si leur cinéma est radicalement différent, il y a peut-être des choses de commun entre, je sais pas, le cinéma de Catherine Bigelow et celui de Céline Sciamma. Évidemment, c'est des réalisatrices qui ont rien à voir, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on peut retrouver en commun. Et pour ça, il faut invoquer le concept de construction sociale de l'identité de genre. Parce que l'identité de genre, elle est construite par l'éducation des parents, de l'école, la publicité, l'art, enfin, tout ça. Et ça nous a forcément communiqué un vécu commun à nous, les femmes. Et donc, on va pouvoir identifier dans les films des traces de notre socialisation, qui est pas forcément la même, mais on peut avoir des traces communes, sans forcément que ça enferme le cinéma dans des stéréotypes. Donc je vais prendre un exemple pour illustrer ça. C'est un truc qui m'a beaucoup marqué dans les films que j'ai regardés ce mois-ci, c'est la question des détails du quotidien. Souvent, je voyais des détails du quotidien dont je me disais qu'un homme aurait pas forcément pensé à les filmer de cette manière-là, ou même à les filmer tout court. Je vais prendre deux petits exemples. Le premier, c'est dans Mignonne de Maïmouna Doucouré. La mère de Amy essaye de porter le petit frère Ismaël, un petit garçon, et lui il veut vraiment pas être porté, alors il laisse traîner ses jambes, pendre comme ça, comme les enfants quand ils veulent vraiment pas qu'on les déplace. Et donc il se laisse traîner comme ça et elle galère. Je pense que les parents voient exactement ce que c'est que ça. Là il y a les deux parents là qui ont hoché la tête avec un sourire. C'est pas grand chose, mais quand on voit ça, c'est subtil et je pense pas avoir déjà vu ce genre de détails dans des films d'hommes. Et mon deuxième exemple, c'est dans Caramel de Nadine Labaki, donc un film libanais. Un personnage de Nisrine se fait arrêter par la police alors qu'elle est en voiture avec son futur mari. Et ils sont un peu ivres, ils sortent d'une soirée et le futur mari commence à faire le malin. Et je crois qu'ils sont pas censés être ensemble dans la même voiture s'ils sont pas mariés encore. Et donc elle est super angoissée.
Et du coup, elle essaye de faire taire son mec à côté pour qu'il arrête de faire le malin, parce que pour elle, c'est super risqué. Et je pense que les femmes ont déjà vécu ça, beaucoup de femmes, ce truc d'éducation masculine qui fait que l'homme, il fait un peu le malin et que c'est super dangereux pour nous et qu'on est hyper gêné. Et quand j'ai vu ça m'a vraiment touchée de le voir dans un film. C'était un détail subtil et particulier. Donc voilà, je pense que ces détails, ça crée une forte identification émotionnelle, comme s'il y avait un lien entre la spectatrice et la réalisatrice, comme une sorte de clin d'œil. Et ce serait peut-être ça une première spécificité des films de femmes. Je développerai peut-être un autre exemple plus tard dans l'émission. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que ça n'a pas forcément aucun sens de parler de films de femmes. Oui, je comprends. Pour suivre beaucoup de comptes féministes, notamment sur Twitter, ce deuxième exemple que tu donnais, la gestion de la colère des hommes comme quelque chose qui fait intégralement partie de la charge mentale féminine, genre il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet dans les comptes que je suis. C'est peut-être un hasard, mais en tout cas, oui, c'est un sujet qui est largement discuté dans les féminismes. T'as raison. Oui. Mm-hmm. Avant de lancer la conversation, je pense qu'on est à peu près tous et toutes d'accord avec les bases que t'as posées là. J'aurais envie de proposer la parole à Clémentine, parce que je crois que tu t'es posé à peu près le même genre de questions, mais ton approche pour y répondre est assez différente. Alors ça va peut-être préciser ce qu'a dit Alice en introduction. Oui. En fait, c'est vrai que j'ai trouvé que la démarche donc proposée par le podcast qui vient d'Alice Coffin est tout à fait intéressante et nécessaire, parce qu'elle permet donc de compenser une absence de visibilité des femmes, mais en même temps, c'est une démarche quand même, dans le cadre du cinéma, qui s'inscrit dans une approche autoriste. Bon, alors pour celles et ceux qui éventuellement suivent le travail que j'effectue sur ma chaîne, l'approche autoriste, c'est pas vraiment l'approche que je privilégie. C'est vrai que sur ma chaîne, ce que je fais, c'est plus entre guillemets de l'archéologie autour d'un film, donc comment un film a été fait, quelles sont les conditions de production, qui sont les personnes derrière autres que le ou la réalisatrice, quel est le contexte historique, social, politique, culturel, économique, etc. Et en fait, pendant ce mois sans film d'homme, je me demandais est-ce que je libère mon imaginaire. Et en fait, je pense que d'une certaine manière, il faut pas non plus complètement se leurrer en s'imaginant qu'on libère notre imaginaire, parce que oui, être une femme, on occupe une certaine position sociale, et cette position sociale peut être un point de départ pour penser donc sa condition et puis d'autres représentations, etc. Mais ça fait pas tout, et les films au final sont plus ambivalents que ce qu'ils peuvent paraître. Et alors pour citer un exemple, j'ai vu un film qui s'appelle Iggy et Sam, donc qui est une comédie romantique de 1988 réalisée par la réalisatrice Joan Micklin-Silver. Et en fait, en regardant le film, j'ai tout de suite pensé au livre Backlash de Suzanne Faludi. Alors qui, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un livre qui fait 800 pages et qui revient en fait sur la réaction antiféministe des années 80 aux États-Unis. Et en fait, j'ai pensé au livre parce que notamment Suzanne Faludi revient dans son livre sur les discours antiféministes de cette époque, et elle parle notamment du discours sur le célibat, donc qui m'a vraiment fait penser au film. Et c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, il y avait tout un discours donc dans les films, les médias, les magazines féminins, les livres de développement personnel, qui disaient en fait que les femmes célibataires étaient névrosées, dépressives, et que finalement le remède pour elles c'était de se marier. Et donc dans l'idée de ce discours, il y a vraiment l'idée que une femme célibataire est une femme incomplète, et que finalement c'est dans le mariage que les femmes peuvent s'épanouir. Et dans un des chapitres du livre, Suzanne Faludi parle de la réaction antiféministe au cinéma, donc notamment par exemple dans des films comme Liaison fatale, qui est vraiment peut-être le film emblématique de l'antiféminisme des années 80. Et du coup, pour la chronique, j'ai voulu reconsulter le livre, et elle parle en fait de ce film que j'ai vu. Et donc du coup, je me suis dit j'ai pas rêvé en faisant le lien entre ce discours et entre le film et tout ce discours sur le célibat. Je peux vous lire l'extrait en fait, parce que je pense que ça résume assez bien. Film typiquement post-féministe, il paraît défendre les aspirations féministes, mais pour mieux les rejeter. L'héroïne conquiert son indépendance morale en abdiquant.
Isabella, l'air enjoué, raconte à sa grand-mère qu'elle a des amis, une vie bien remplie et pas besoin d'hommes pour être comblée. Mais juste après, elle raconte un cauchemar où elle se noie. Elle revendique son indépendance avant de déplorer la pénurie d'hommes avec ses copines. Elle se dit très heureuse et refuse les services de la marieuse à laquelle sa grand-mère fait appel pour lui éviter un célibat prolongé. Mais le soir de son anniversaire, on la voit triste et solitaire manger un hot dog devant une échoppe de Times Square en compagnie d'une clocharde aux yeux hagards qui lui chante l'air de Some Enchanted Evening. Un chien peut vivre seul, pas une femme, lui dit sa grand-mère. Waouh. Et à la fin, on finit par se dire qu'elle a raison. Isabella se range, en effet, avec le marchand de pickles du coin. Terne mais brave, on sent qu'il s'occupera bien de sa petite femme. Donc voilà. C'est juste pour donner un exemple, mais voilà, comme quoi, regarder un film de femme, on va pas forcément voir un film forcément révolutionnaire, subversif, etc. Faut pas trop vouloir pousser la lecture psychanalytique là, parce qu'entre le hot dog et le pickles là, je sais pas. Bon, mais c'est intéressant. Évidemment, ce que tu dis, c'est que tous les films, enfin, qu'il y a des films qui sont réalisés par des femmes qui sont dans le fond anti-féministes, mais qu'elles le veuillent ou non, parce que ce soit des films militants au sens où ce serait quelque chose de voulu, ou que ce soit simplement parce que l'air du temps est oui, c'est ça. Je pense pas que ce film a été réalisé avec une intention anti-féministe comme Liaison fatale, par exemple, mais le film est quand même traversé par les discours ambiants de l'époque. Ouais. Raph, toi, t'avais plutôt une réflexion sur les sujets des films que t'as vus, c'est ça? Ouais, et puis forcément, mes réflexions, moi, elles vont être teintées d'un prisme qui est très différent, parce que, étant un homme, j'ai pas vu le défi de la même manière. Mais du coup, l'un des objectifs de ce défi, pour moi, c'était aussi de sortir de sa zone de confort et de se forcer à découvrir des films qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée de voir. Et je dis se forcer pas dans le sens où les films de femmes seraient moins bons, mais pour dire qu'il y a peu de réalisatrices, qu'elles sont moins médiatisées, et donc on n'a pas forcément l'idée en tant qu'homme de s'y intéresser. Ouais, il y a un effort à faire. Voilà, il y a un effort à faire et que qu'on n'apprend pas à faire justement. Et moi en plus j'ai une culture cinématographique qui fait que si je m'écoute, je vais aller naturellement vers des genres de l'imaginaire, du fantastique, de l'horreur, de la science-fiction. Il y a des femmes qui font ce cinéma de genre, il y en a même un certain nombre, j'en parlerai peut-être plus tard, mais justement quand elles en font, c'est avec souvent le désir de se distinguer, d'aller vers le trash, le gore. On parlait de Julia Ducournau, c'est un exemple très typique. Il faut marquer les esprits à tout prix, parce que c'est déjà difficile de s'affirmer comme femme dans le milieu, mais si en plus on met pas les potards à 11, finalement, on va pas sortir de la masse. Ouais. Et du coup, je suis un peu sorti de ce chemin-là avec Le Mois sans homme pour découvrir un autre cinéma féminin, plus justement quotidien, plus affirmé dans son côté social ou politique, plus réaliste peut-être aussi. Et j'ai vraiment commencé à penser à ça avec Mignonne de Maïmouna Doucouré, qu'Alice citait aussi. Il est ressorti en salle en fait au moment de la réouverture, et c'était la première semaine, en tout cas, un des seuls films de femmes qui ressortait au cinéma. Donc évidemment j'y suis allé, étant en plein défi féministe. Et en regardant donc les petites filles de Mignonne danser, je me suis souvent demandé, voilà, est-ce qu'un homme les aurait filmées de la même manière, qu'est-ce que ça aurait changé, etc. Sûrement plein de choses, parce que c'est un film sur des préados qui dansent de manière trop sexualisée pour leur âge, donc évidemment c'est assez touchy. Et le film arrive assez bien à montrer à la fois les problèmes de leur démarche sans pour autant les accabler en tant que personne. Et puis voilà, j'étais en train de me demander ce qu'un homme ferait dans cette situation, et puis j'ai eu une révélation d'un coup, c'est-à-dire c'est pas la peine en fait de se demander ce que ça aurait changé que ce soit fait par un homme, dans la mesure où un homme n'aurait pas pu faire ce film, parce qu'il en aurait pas eu l'idée. Un homme qui filme de la danse, pour moi, il va avoir envie de filmer des danseuses dans des ballets prestigieux. Ça va être Black Swan d'Aronofsky, ça va être le film sur Pina Bausch de Wenders, ou alors il va filmer des danseuses qui veulent devenir la meilleure. C'est un scénario ultra classique, celui de Flashdance, celui de Fame, celui de High School Musical pour aller dans le nanar, ou de Showgirls de Verhoeven que j'aime beaucoup. Bref, les cinéastes hommes, en tout cas, ils vont pas filmer juste 4 petites filles qui s'entraînent sur des chorégraphies YouTube dans un square en banlieue parisienne. Parce que c'est trop quotidien, trop banal, pas assez grandiose, et j'avais le sentiment que ça les aurait pas intéressés. Et je me suis dit, moi qui suis aussi un homme, éduqué comme un homme, et ben sur le papier, ça m'intéresse pas trop non plus en fait. Il fallait l'impulsion d'une réalisatrice pour que j'accepte de voir ce qui pouvait être intéressant et original et nouveau dans cette histoire-là. Ça m'a fait la même impression avec plusieurs films.
Alice a fait pas mal de lobbying sur Caramel de la Baki, qui est effectivement un film superbe, mais quand on voit ça, on se dit, c'est des femmes dans un salon d'esthéticienne et de coiffure, c'est évidemment pas un film pour nous, c'est un sujet superficiel parce qu'on a appris à le trouver superficiel, parce que typiquement féminin. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Même impression que j'ai eu avec l'adaptation des Filles du Docteur March de Greta Gerwig, qui est sortie il y a quelques années. Au premier abord, c'est un film où ça piaille beaucoup, vraiment au sens caricatural de sexiste du terme. Ouais. Et quand on accepte de voir au-delà de la caricature, on prend plaisir en fait à suivre le destin des différentes sœurs, même si c'est pas très épique, c'est pas très incroyablement original, puisque c'est un roman du 19e, mais en fait ça touche vraiment. Et puis le dernier exemple qui est évident quand je pense à ça, c'est Petite Maman, le dernier film de Sein Siyama, que j'aime beaucoup aussi. Il y a pas de clash, il y a pas de famille qui se déchire, il y a pas de secret caché. On a juste une relation entre une mère et une fille qui sont normales, qui sont ni au-delà, ni en dessous de la norme. Et en fait, c'est ce qui fait tout l'intérêt du film, et c'est ce qui fait qu'il arrive à être absolument bouleversant, avec très peu d'éléments. Donc, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que je me suis rendu compte à quel point, ça peut paraître banal de le dire, mais il y a une hiérarchie implicite dans notre rapport au cinéma, avec des petits sujets et des grands sujets, et des choses qui sont considérées comme plus ou moins dignes d'intérêt, et cette hiérarchie, elle est évidemment sexiste, et elle découle de la vision patriarcale du monde. Alors, évidemment, c'est pas juste une opposition de genre, il y a des cinéastes hommes qui traitent des petits sujets, et inversement, il y a des cinéastes femmes qui traitent de choses grandioses, mais dans les sujets considérés comme petits, il y a quand même une grosse surreprésentation des femmes. Et le fait de ne voir que des films faits par des femmes pendant un mois, ça m'a un peu fait l'effet d'un shot. Ça m'a forcé à trouver de la grandeur dans des histoires et des émotions qui, habituellement, m'auraient paru banales et seraient passées en dessous du radar. Et du coup, ça force forcément à s'interroger un peu sur ses goûts, à savoir que nous, les hommes, c'est pas qu'on n'est pas capable de comprendre les femmes, c'est qu'on a du mal à nous intéresser à ce qu'elles vivent. Et je pense que, vraiment, le cinéma peut nous aider à nous y intéresser, à condition qu'on ait l'idée d'aller voir leurs films. Et bien souvent, c'est cette première marche qui est déjà ratée, c'est-à-dire qu'on n'a déjà pas l'idée de les voir. C'est vraiment ça que ça m'a inspiré. Tu fais la distinction entre les petits sujets qui font souvent des plus petits films aussi en termes de budget, carrément, et les gros sujets grandioses. On est content d'aller voir des gros films d'action qui sont faits par des femmes de plus en plus, on en a déjà parlé, mais je comprends ce point. Je suis le premier à aller les voir aussi. Ouais, sur le sujet, j'ai remarqué ça aussi on est un peu forcé à adopter un point de vue sur le monde pour lequel il faut faire un effort en tant qu'homme. Et c'est ça qu'on demande, dans le fond, au cinéma, à ce moment-là. Ouais, exactement. Cédric, est-ce que tu veux ajouter toi-même ton expérience Eh écoute, avec plaisir. Moi, il se trouve que ce défi m'a amené à réfléchir de manière philosophique à ce qu'on appelle les luttes pour la visibilité. C'est une notion qui est très présente dans la philosophie sociale contemporaine, souvent en lien avec des questions autour de la notion de reconnaissance. Et en fait, ça m'a amené à essayer de réfléchir de manière, essayer de clarifier déjà pour moi-même les différentes formes de ces luttes pour la visibilité, et notamment la manière dont on peut les observer au cinéma. Un des premiers aspects des luttes pour la visibilité, il me semble, c'est tout d'abord essayer de rendre visible ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, ici dans le cas des luttes féministes, donc de rendre visible ce que les femmes font, ce que les femmes savent faire. Alors, il y a des enjeux qui sont peut-être pas directement liés au cinéma, ça va être tous les enjeux autour du travail domestique, autour de ce qu'on appelle parfois le travail du care, la manière dont il faudrait considérer ça comme du travail, la manière dont ça doit être réparti, le travail. Donc ici, c'est des gros enjeux de justice sociale, d'égalité. Il me semble qu'au cinéma, il y a des films qui traitent de ça, bien sûr. Je pense notamment à un petit court-métrage qui s'appelle L'île aux femmes, qui est une variante sur un ancien court-métrage qui s'appelle L'île aux fleurs, vous avez peut-être déjà vu, qui justement souligne la manière dont les femmes sont soumises à un travail domestique, à un travail du care, de manière assez rigolote. Mais au cinéma, en tout cas dans le milieu du cinéma, c'est beaucoup la question de l'égalité salariale qui se pose, puisqu'on parle de films de réalisatrices, de l'égalité de représentation dans les différents genres du cinéma, puisque tu évoquais ça aussi, Raphaël. Et donc ça, c'est un premier point qui m'a intéressé.
Et puis il y a aussi évidemment dans les luttes pour la visibilité rendre visible non pas ce qu'on fait mais ce qu'on subit. Et donc en l'occurrence ici la question des violences contre les femmes. Regarder un film de réalisatrice, c'est justement regarder un film où a priori je suppose qu'il n'y a pas eu d'harcèlement de la réalisatrice contre des femmes, tandis qu'il y a justement beaucoup de questions à ce sujet dans des films d'hommes. Donc ça amène aussi à se poser la manière dont sont reçus les témoignages de femmes, puisque c'est aussi une autre forme d'injustice, pas prendre en compte de la même manière les témoignages, et puis tout simplement de montrer des situations de violence, de violation de droits pour les faire reconnaître en tant que telles. Et puis le dernier point qui m'a intéressé, c'est qu'au fond, avec les luttes pour la visibilité, il s'agit aussi de rendre visible ce qu'on est. Alors sans tomber, comme le soulignait Alice, dans l'essentialisme, évidemment, mais plutôt de rendre visible une expérience, une position sociale aussi, comme tu le rappelais Clémentine, des femmes ici, lutter contre l'absence de représentation de certaines catégories de femmes. On a évoqué ouvrir la voie, on peut évoquer aussi la représentation dans Réparer les vivants d'une femme lesbienne de plus de 50 ans. Voilà, donc il y a aussi des enjeux autour de cette représentation et des fausses représentations, des représentations stéréotypées, et de la manière dont les femmes peuvent se réapproprier les représentations sur elles-mêmes, comment elles peuvent être maîtres des représentations qui sont faites d'elles, quoi. Donc voilà, c'est tous ces enjeux-là qui m'ont intéressé finalement autour de ce mois sans hommes. Voilà. Alice, Clémentine, vous qui avez débuté là sur le sujet, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qui a été dit après vous? Clémentine? Non, mais c'est vrai que ce que disait Raphaël, il disait que voilà, pour un homme, c'est difficile, enfin, il n'y a pas forcément le réflexe d'aller voir donc des films de femmes, et pourtant, nous, à l'inverse, les femmes, on se pose pas cette question on va voir des films d'hommes et on se dit pas, mon Dieu, c'est clair. C'est compliqué, je n'arrive pas à rentrer dans l'univers, parce qu'on se dit même pas que c'est des films d'hommes, on se dit que c'est des films. C'est tout le problème. C'est des films universels. C'est le neutre. Ouais, t'as complètement raison, et c'est vrai que si on essaie d'inverser le truc, on trouve ça absurde, en fait, et c'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Ah, tu vas dire, on va pas faire hashtag un mois sans femme. Donc non, justement, si on a fait le défi, c'est aussi pour essayer, nous, pour découvrir plein de choses. Moi, clairement, j'ai pas eu le temps de regarder pendant un mois tous les conseils qui ont été prodigués par les unes et les autres. Alors, j'en ai pour tout le reste de l'année, là, à regarder encore plein des films qu'on s'est conseillés entre nous. Fait que c'est ça aussi. C'était ça le but, c'était d'aller chercher un peu au-delà de ce qu'on avait l'habitude de regarder. Parce que oui, c'est plus facile de regarder des films d'hommes parce que, moi, très rapidement, mais j'en ai fait l'expérience d'abord pour commencer le mois sans hommes, parce que je suis papa et parce que les cinémas étaient fermés et tout ça, j'ai d'abord regardé sur mes plateformes habituelles. Et autant, je vous ai déjà parlé, je regarde beaucoup sur Mubi, qui fait un très beau travail, puis il y a une très très belle sélection qui est bien triée, bien repérée, bien accompagnée de cinéastes féminines. Autant sur Netflix, il faut ramer quand même pour aller chercher un peu des films qui sont pas faits par des hommes, qui sont pas des films d'action ou des grosses comédies un peu lourdes. J'ai pris une journée à me manger Netflix, à me dire ok, je vais chercher quelle réalisatrice, puis comment je fais pour découvrir des réalisatrices que je connais pas en cherchant dans Netflix, c'est très difficile. En plus, une fois sur deux sur les plateformes grand public, il y a même pas le nom de la personne qui a réalisé le film, donc ou alors c'est vraiment dans un coin caché, faut 4 clics. Ah oui, il faut aller loin faut aller assez loin. Il y a d'abord 3 pages de recommandations, puis tout en bas t'as la fiche technique. Voilà. C'est vrai qu'il y a la question de l'accessibilité, je me la suis posée parce que moi c'est vrai que je préfère regarder des films plus anciens, et par exemple les films de Lina Wertmüller, c'est vraiment à partir des années 2010 qu'on a commencé à la découvrir en France et que donc des DVD sont sortis. Mais bon, c'est vrai, certains de ces films sont sortis là en 2018, donc c'est vraiment récent. Par exemple, ou encore la réalisatrice Dorothy Arzner, donc qui est une réalisatrice plus des années 20, 30, 40. Là, c'est seulement là, au mois de juin de cette année, que deux films sont sortis en France, en édition DVD Blu-ray. Donc, il a fallu attendre du temps. Ou même là, les films de John McLean Silver,
Ils sont pas du tout édités en France, donc bon, j'ai dû télécharger. Voilà. On dirait à personne. Mais donc voilà, enfin, il y a vraiment, si on veut voir un peu des trucs un peu plus anciens, parfois c'est pas toujours évident, on trouve pas des fichiers de sous-titres. Ouais, et c'est encore plus fou pour Arzner parce que c'est marrant que t'en parles parce que elle est assez culte pour les cinéphiles et pourtant ces œuvres ne sont pas éditées quoi. C'est pas voilà, pour ceux et celles qui ont jamais entendu le nom, ça peut vous paraître obscur mais en fait pour les cinéphiles, c'est un nom qui est connu quoi. Donc, on en reparlera encore dans la fou. suite de l'émission d'Arzner. Ouais. Donc tant mieux que ça ait un peu piqué ta curiosité et ton envie, Raphaël, puisqu'on en reparle tout à l'heure avec Clémentine, justement. Ça marche. Je vais fermer cette grande entrée en matière. On est loin d'avoir évidemment épuisé toutes les questions, mais on va aussi y aller avec des exemples un peu plus détaillés dans la suite de l'émission. Mais ça a bien marché la dernière fois, fait que je me suis dit, je vais de nouveau leur préparer un petit quiz. Bon, la dernière fois c'était Raph qui s'y collait, alors moi je vais m'y essayer cette semaine. Trop un bien. quiz femmes Allez. de cinéma. En fait, j'ai hésité parce que je me suis dit, un quiz genre invisibilisation des femmes au cinéma, c'est un petit peu badant quand même, c'est un peu nul. Donc j'ai essayé de faire entre ça et femmes badass quand même au cinéma. C'est un peu comme le sel ou poivre, il faut dire femme invisibilisée ou femme badass ou les deux. ça va être à peu près ça. Vous verrez dans quelle catégorie vous mettez telle ou telle question. Non, mais c'est toujours un peu les deux, évidemment. Heureusement qu'il y a des grandes figures comme ça sur lesquelles on peut se raccrocher dans l'histoire du cinéma. Alors, je commence avec une question peut-être facile. Ça va à la rapidité. Il n'y a pas de buzzer. Vous comptez vos propres points. On est tous copains. C'est donc Julia Ducournau qui a remporté en 2021 la Palme d'Or à Cannes pour son film Titane, on en a parlé. C'est une première qui n'en est pas tout à fait une. En effet, 2 femmes cinéastes avaient déjà été récompensées d'une Palme d'Or. De qui s'agit-il? Jane Campion. Et Agnès Varda. Oh. Ah oui, en effet. Et alors, est-ce que vous êtes capable de préciser dans ce cas pourquoi avec Jane Campion et Agnès Varda, c'est quand même la première fois, c'est quand même une première historique. Ah, moi, Titane. je sais. Alors Agnès Je sais. Varda, c'était une palme d'or honorifique pour l'ensemble de sa carrière. Enfin, c'est pas une... C'est ça. Et Jane Campion, si je dis pas de conneries, c'était à ex aequo avec un autre film. D'un homme. C'est ça, c'était une palme d'or ça. partagée. Donc pour la leçon de piano 1993 avec Adieu ma concubine de Chen Kaige. Et puis oui, Agnès Varda en 2015, palme d'or d'honneur. Et donc c'est ça, la presse cette année s'est un peu contorsionnée pour célébrer la première fois historique, mais alors avec quand même une pertinence terminologique. J'ai lu des choses comme la première femme à remporter seule la palme d'or, des choses comme ça. Bon, ça m'a fait un petit peu rire. Mais c'est bien de se réjouir des premières fois avec précision. Et je précise aussi que cette année, Jodie Foster a reçu une palme d'honneur. Restons à Cannes. Spike Lee était cette année le premier président du jury noir au Festival de Cannes. Alors, je sais pas combien de temps on attend encore pour une femme noire présidente du jury. C'est voilà. pas tout de suite, ouais. Non, on lance quand même l'idée. Depuis sa création en 1946, le Festival de Cannes a majoritairement été présidé par des hommes. Alors, j'ai regardé un peu. Et il faut être honnête, entre 1965 et 1980, c'est pas la parité, mais c'est pas pire. Fait qu'on dit toujours que c'est des périodes, que le passé est sexiste, mais non, des fois, on ferait mieux de s'inspirer de ce qui s'est passé avant, en tout cas. Donc, en tout, 11 femmes ont présidé le jury de Cannes depuis 1946. 11 femmes, c'est vraiment pas beaucoup. Mais il faut tout de même compter que l'une a été 2 fois présidente du jury en 75 et en 95. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Waouh. Aucune idée. C'est une réalisatrice? Non, Non, c'est une actrice. c'est une actrice. Isabelle Huppert. Non, Non. Pas bête. Ah non, c'est trop C'est- vieux la première c'était fois. probablement un peu tôt pour Oui. Isabelle. Ouais, Catherine Deneuve, ça aurait pu, par contre. Ah ouais. Ça aurait pu, ouais, c'est pas Catherine Deneuve. Est-ce que Française c'est une actrice française? Oui. Oui, c'est une actrice française. Delphine Seyrig? Non, Non. ça aurait été une très belle idée. Jeanne Moreau? Oui, c'est Jeanne Moreau. Oh, bien joué. 2 fois présidente du jury 2 en fois, 75 et en 95. Et autre fun fact, puisqu'on a parlé d'elle, Catherine Deneuve a refusé de présider le jury à plusieurs reprises. Oh. Et donc, elle a accepté en 94 d'être vice-présidente de Clint Eastwood. Ok. Donc bon, c'est un détail. En fait, la première,
C'est l'actrice britanno-américaine Olivia de Havilland en 65. Vous auriez peut-être pas trouvé, mais il y avait plus simple à la suite. Et sinon, sans vous donner les dates, mais Sophia Loren, Michel Morgan, Ingrid Bergman, donc Jeanne Moreau, Françoise Sagan en 79. Alors là, j'aurais jamais deviné, je dois dire, en regardant. Catherine Deneuve, vice-présidente, Jeanne Moreau une deuxième fois, Isabelle Adjani, Liv Ullmann, la comédienne et réalisatrice norvégienne, Isabelle Huppert, Jane Campion et quand même tout récemment, 2018, Cate Blanchett. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais bien sûr. Justement, on va rester avec Cate Blanchett qui présidait le Festival de Cannes en 2018. Le samedi 11 mai 2018, elle prononce avec Agnès Varda en français et en anglais un discours résolument féministe où elle réclamait notamment l'égalité salariale. Aux côtés d'Agnès Varda et de Cate Blanchett, 80 femmes de cinéma posent sur le tapis rouge de Cannes, pour un total donc, même pour les nuls en maths, c'est bon, de 82 femmes présentes pour ce happening militant. Mais on connaît la facétie d'Agnès Varda, ce nombre de 82 n'était évidemment pas choisi au hasard. Que représentait-il ? Son âge ? Non. C'est possible. C'est un peu plus engagé que ça, je te dirais. Je sais pas, 82% des cinéastes sont des hommes. Enfin, j'ai pas un truc comme ça, non? C'est pas mal l'idée. C'est pas ça, mais c'est pas mal l'idée. Est-ce que c'est une date? 82. Non, c'est pas une date. C'est un nombre. C'est lié directement au Festival de Cannes. Oui, mais genre 82... 82 prix au total pour des femmes? Ouais, mais ça me paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup, ouais. Mais si c'est pas le nombre de prix, Bah, s'il y en a un pour chaque actrice chaque année, ça aurait pu, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Ah, je sais pas du tout. 82 femmes sélectionnées 82 dans la compétition? personnes sélectionnées, ouais. Ouais, on a eu la même idée. C'est quasiment ça, effectivement. 82, et là je cite Agnès Varda, 82 c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir au Festival de Cannes depuis sa création en 1946. Et donc ça, oui, c'est... mais les hommes, c'est combien pour comparer? Bah, c'est ça, on compte pas, hein, si tu veux, mais déjà, vu la répartition qui était cette année où il y avait comme 4 films de femmes sur une sélection de plus d'une vingtaine, bref. C'est pas depuis 2018 qu'on a beaucoup augmenté le pourcentage à Cannes, malheureusement, en tout cas. Donc oui, Clémentine, Raphaël, vous avez un point, mais... On peut le partager. C'était pas mal. Le point à égalité. Dans ma catégorie badass, on va rester un peu dans les récompenses. L'actrice, réalisatrice, productrice, showrunneuse Mindy Kaling a révélé en 2019 avoir été victime d'une discrimination sexiste et aussi raciste et agiste, dans le fond, en lien avec son rôle de productrice de la série The Office. De quoi s'agit-il ? J'ai pas du tout entendu parler. Ouais, elle était showrunneuse sur The Office. Pareil. Ouais, ça elle a été showrunneuse, elle a été productrice de The Office. Est-ce qu'elle a été dégagée Dégagée de quoi ? Elle a été dégagée de la production? Non. Elle a été dégagée des revenus? Non plus. De la série. Mais elle a été dégagée de quelque chose, ouais. Son nom n'était pas inscrit dans la promo ou sur les affiches ou. C'est ça, mais c'est un événement un peu plus précis. En fait, on était déjà un peu dans le thème avec aux Emmy Cannes. Awards. Exact. Ah. C'est ça. Elle a été évincée de la liste des producteurs et productrices du show au moment de la première nomination de The Office aux Emmy Awards. Ça là. Ouais, non mais le pire arrive, attendez. La production des Emmy lui a demandé à elle et à elle seule, donc parmi plus d'une dizaine de personnes en fait qui étaient nommées, de justifier son travail de productrice sur la série, ce que Wow. Kaling résume ainsi, alors c'est ma traduction, ils m'ont fait à moi et pas aux autres producteurs remplir un formulaire et écrire un essai à propos de ma contribution comme autrice et Mais productrice. ils ont pensé que c'était Pénélope Fillon, là. Ouais, c'est ça, l'emploi fictif. Et elle termine en disant, c'est quand même, elle le dit avec humour, puisqu'elle en a, heureusement. J'ai dû demander des lettres à tous les autres producteurs, des hommes blancs, disant que j'avais bien contribué. Ah, mais quelle violence. C'est hyper violent. Et en fait, elle l'a révélé, en 2019, alors que ça se passe en 2007, cette histoire. The Office a été nommé en 2007, de 2007 à 2011.
sans toutefois remporter le prix de la meilleure série comique au Emmy. Mais bon, voilà, cœur sur Mindy Kaling. Et j'en profite pour vous conseiller la comédie Late Night qui s'appelle Fin de soirée au Québec, qu'elle a écrite, réalisée par Nisha Ganatra, un film de femme, et qui se déroule dans le milieu des salles de rédaction des shows d'humour télévisés. Et donc elle joue un personnage qui est en grande partie inspiré de sa propre expérience. Donc ça résonnait avec cet événement-là en particulier. Vous en voulez encore? Il m'en reste un tout petit peu. Une petite. À propos de femmes badass et de récompenses stylées, savez-vous ce qui fait de l'actrice Hattie McDaniel un symbole, un jalon important dans l'histoire des femmes au cinéma? Elle a gagné un Oscar pour Autant n'emporte le vent. Oui, et qu'est-ce qui fait la particularité de cet Oscar? Alors, il me semble qu'elle a, alors je sais plus, mais elle a été, c'est la première femme noire à remporter un Oscar. C'est ça. Bien C'est joué. ça. Hattie McDaniel, la première femme noire à remporter un Oscar. Et t'as raison, pour Autant n'emporte le vent. Il me semble qu'en fait, dans la salle des Oscars, il y avait une partie pour les noirs, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, alors en fait c'est ça, c'est que ça ne l'a pas empêché d'être victime de la ségrégation raciale qui était encore le régime odieux aux États-Unis à ce moment-là. Et donc d'après les petites histoires, le producteur David O. Selznick avait réussi à lui négocier entre guillemets quelques minimes privilèges, mais elle avait même pas eu le droit de se rendre à la première de Autant en emporte le vent, et voilà, alors que ça l'a menée à l'Oscar, et que voilà, vraisemblablement elle a pas accédé non plus au repas de la cérémonie, etc. Donc ouais, là encore une femme importante dans l'histoire du cinéma. Et il y a des biopics sur Hattie McDaniel. Elle est interprétée par Queen Latifah dans la mini-série Netflix qui s'appelle Hollywood. Cool. Et elle sera interprétée par Raven Goodwin dans un biopic à paraître bientôt. Donc voilà, là encore l'intérêt de faire des films sur les femmes importantes de l'histoire du cinéma pour leur donner de la visibilité. On en parlait tout à l'heure avec Cédric. Clémentine, il y a du niveau en histoire du cinéma. C'est clair. Comme je suis en train de travailler sur Naissance d'une nation, j'ai appris des choses aussi sur Autant n'emporte le vent, notamment qu'à la base, David O. Selznick voulait faire un remake de Naissance d'une nation. Oh là! Mais finalement, il a opté pour Autant n'emporte le vent, ce qui est un petit peu moins pire, mais bon, on est quand même dans le même spectre. Voilà. Comment il a eu cette idée-là? Ouais, ok. On regardera ta vidéo pour le savoir. Bien joué, plugger un petit peu de promo, c'est le moment. Bon, ma dernière question est aussi histoire du cinéma. Alors, ça sera peut-être pour toi, mais on se refait pas, moi qui suis historien. On va parler des premiers temps du cinéma. Donc, je vous parle vraiment de la fin du 19e, début 20e. L'industrie du cinéma était déjà, bien sûr, une industrie très masculine et très sexiste. Malgré cela, ou peut-être plutôt à cause de cela, un métier disparu aujourd'hui de la chaîne de production des films a été largement réservé aux femmes. Mettons de 1895 à 1910-15. Le montage. Alors c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de monteuses, mais j'ai précisé un métier qui a disparu aujourd'hui. Ah oui. Un métier qui a disparu. Faire les cartons. Non, c'est pas ça, mais c'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée. La colorisation? Ça peut être ça, non? Absolument. Et oui. Ouais. La colorisation des images. Alors, il faut vous dire que donc, il fallait colorier au pochoir chaque photogramme de pellicule un par un. Autant vous dire que c'était super chiant. Autant vous dire que sur des films de 40 secondes, c'était plus ou moins faisable, mais ça devenait assez chiant après, quoi. Oui, mais sur Naissance d'une nation, ça devait être chiant, vu qu'il fait 3h15. Non, Naissance d'une nation, il n'était pas colorisé au pochoir, mais tu sais, en fait, c'était de toute façon, peu importe la durée des films, c'était du processus industriel. Donc, comme c'était produit en série, peu importe que c'était le voyage dans la Lune, mais qui dure quand même plus de 10 minutes, là, mais les films de Méliès, s'il fallait en faire 100 copies, c'était à peu près pareil, quoi. Ouais, on retient souvent le nom de Élisabeth Tuillier parce qu'elle possédait un atelier de colorisation de films qui justement s'occupait des films de Méliès, mais il y en a eu aussi un célèbre atelier chez Pathé, et ouais, c'était que des femmes. Et en fait, elles avaient déjà acquis de l'expérience dans ce domaine puisqu'on colorisait déjà avant le cinéma, on colorisait les plaques de verre
des lanternes magiques, etc. Ouais, je me rappelle notamment de quelques films de danse des premiers temps où il y a comme ça des robes qui sont colorées alors que le reste, le fond est d'une autre couleur, etc. C'est assez impressionnant. Absolument. Bon, bah merci d'avoir joué avec moi. Merci pour ton quiz, Robin. Ouais, super. Trop bien. Ça va, bien. ça va. J'ai à peu près bien évalué la difficulté. Ah, il y avait C'était du dur niveau. quand même, c'était dur. C'était dur. Ouais. Heureusement qu'on avait une spécialiste. Ouais, je vois. Bon, on te réinvitera, Clémentine. On a profité de ce petit quiz de transition, hein, mais on revient à notre sujet. J'avais envie qu'on y aille peut-être maintenant avec des conseils, puisqu'on a tous vu beaucoup de films. Parlons un peu de certains des films qu'on a regardés. Cédric, tu voudrais nous parler de 2 films, un long métrage, un court métrage qui t'ont particulièrement marqué et que t'as d'ailleurs conseillé pendant ce mois sur nos réseaux sociaux. Exactement. Alors le premier film devrait te plaire puisque il s'agit du film Antigone de Sophie Deras, donc film québécois. Eh oui. Je l'ai vu effectivement. Ça a été un très gros super. succès au Québec, il faut le dire. Ah bah tant mieux parce que effectivement il m'a beaucoup marqué. Alors il y a à la fois la figure féminine d'Antigone qui est vraiment très très chouette à travailler au cinéma et le film a un parti pris vraiment intéressant en écho avec pas mal de sujets et notamment avec les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Alors du coup il y a déjà une force de l'actrice principale Naïma Ricci qui est vraiment incroyable. C'est une actrice formidable avec un regard complètement impressionnant. Elle vraiment elle incarne de manière parfaite l'intégrité morale. C'est une jeune fille qui a déjà conscience de la justice, conscience de ce qu'elle doit faire. Il y a une droiture personnelle qui est vraiment incroyable quoi. Donc déjà je recommande ce film déjà pour cette actrice et une figure féminine forte de lutte contre l'injustice. C'est vraiment incroyable. C'est très joli et très étonnant ce que tu as dit. Elle incarne l'intégrité morale, mais c'est en fait super juste. Ah bah vraiment c'est ça à la fois dans son combat pour son frère et puis de manière générale dans le film. Je vais pas trop spoiler un petit peu ce qui se passe, mais c'est vraiment un point qui m'a marqué. Et puis il y a aussi tout un tas d'échos avec ce que c'est que la visibilité médiatique. Comment est-ce que une lutte contre l'injustice ne peut pas être que personnelle, mais aussi s'incarne dans un espace public. Et le film est très intéressant de ce point de vue-là, puisqu'il y a des scènes qui font un petit peu une sorte de cœur antique, qui est tout simplement le cœur des réseaux sociaux, des commentaires autour de cette affaire-là. Il y a Aimon qui crée une image, qui crée un slogan à partir de ce qu'elle a pu dire, mon cœur me dit. Et en fait, il y a tous ces enjeux de ce que c'est que la lutte pour l'injustice quand elle passe du côté de la visibilité médiatique et ce que ça implique. Et là aussi, c'est très novateur dans la réalisation avec ces coupures et cette sorte de cœur antique finalement quoi. Et puis alors le dernier point qui m'a semblé intéressant puisqu'on parlait de visibilité de manière générale, de lutte pour la visibilité, c'est que finalement pour agir politiquement, Antigone dans le film est amenée à s'invisibiliser, puisque elle va prendre la place de son frère en prison et donc se couper les cheveux, ne plus avoir une apparence féminine, mais pouvoir ressembler à son frère, quoi. Et là, du coup, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal. On a une figure féminine forte qui agit politiquement. Et en même temps, ça permet de questionner, au fond, les moyens de l'action politique. Est-ce que il faut, comment est-ce qu'on agit politiquement en tant que femme? Je pense notamment à des associations comme, je crois que ça s'appelle La Moustache, qui justement crée des sortes de petits happenings avec des moustaches pour intervenir dans des barbe. c'est la barbe, pardon, j'ai confondu. La Moustache, c'est le roman c'est de. Quoi ah oui, voilà. Ouais, exact. c'est ça. J'ai oublié son nom. Exact. J'ai fait un petit mix, pardon, ça m'est venu comme ça. Et donc voilà, comment est-ce qu'on agit politiquement? Et là, ça m'a semblé intéressant de ce point de vue-là. Voilà, donc ça c'est le premier film qui m'a marqué. Et puis le deuxième, c'est un court-métrage. On a quelque chose d'assez incroyable, c'est de Sharon Hakim. C'est son premier film produit et elle a fait quelque chose de tout à fait extraordinaire que je vous recommande, qui là aussi m'a interrogé du point de vue de la lutte pour la visibilité, parce que souvent finalement il y a des représentations qui circulent, notamment sur la jeunesse, sur notamment la jeunesse d'origine arabe,
arabe. Et là, on a une femme d'origine arabe qui produit une représentation de jeunes qui partagent un même héritage culturel arabe. Et justement, c'est une manière de renverser tout un tas de stéréotypes. C'est hyper vivant. Il y a plein de chansons qui sont liées à une opérette égyptienne qui reviennent, qui ont été remasterisées, retravaillées par des artistes égyptiens ou syriens. Et en fait, ça crée tout un univers hyper vif, hyper intéressant. Et là, on voit bien comment c'est important de se réapproprier les représentations qu'il peut y avoir sur soi. Et je vous recommande donc ce film La Grande Nuit de Sharon Hakim. Voilà, ma petite expérience et mes 2 petits conseils. Ouais, ben merci. C'est intéressant aussi que dans ton choix, il y a un court-métrage, parce qu'au fond, ça, c'est aussi un type de cinéma et de manière de produire, de distribuer et de regarder les films vers laquelle on va pas forcément. En tout cas, c'est celui que t'as cité, La Grande Nuit de Sharon Hakim. Tu l'avais indiqué, là, il était disponible sur Arte TV. Oui. J'étais un peu frustré parce qu'il n'était pas disponible au Québec à cause de ça. Zut. Et puis Antigone, ouais, c'est vrai que ça a été un gros succès critique ici au Québec, il faut le dire. Pour te dire, je l'ai vu dans l'avion, moi. Donc il était parmi les films Air Canada il y a 2 ans. D'accord. Ah ouais, alors que moi j'avais vu Aladdin dans l'avion pour le Canada. Ouais, c'est un celui avec Kev Adams, hein. Ouais, c'est parce que je sais pas. Confession là, Raphaël. Ah bah désolé, il faut. C'était en dehors du mois sans âme, vous inquiétez pas. Ouais, t'avais pas fait le mois sans Kev Adams, bon, ça aurait pu. Bah merci Cédric, ça vous a donné envie? Ouais. J'imagine. Vraiment. Ouais, carrément. Clémentine, tu nous as déjà un petit peu teasé ton coup de cœur tout à l'heure. Tu vas avoir l'occasion de revenir sur Dorothy Arzner. T'as mis l'eau à la bouche de Raphaël, qu'il aime bien aussi. Tu voulais nous parler d'un film qui s'appelle La Phalène d'argent en français. Oui, donc La Phalène d'argent, c'est un film donc de Dorothy Arzner, mais bon. Qui c'est Dorothy Arzner? C'est une des rares réalisatrices à avoir fait carrière à Hollywood entre environ 1927 et 1943, avec à son actif une quinzaine de films. Et par ailleurs, elle était lesbienne, mais vous allez comprendre pourquoi je le précise plus tard. Donc La Phalène d'argent, donc en anglais Christopher Strong, d'après le nom du personnage principal masculin, raconte l'histoire de Lady Cynthia Darrington, une aviatrice qui a une liaison avec un homme marié plus âgé, Christopher Strong, et à la demande duquel elle renonce temporairement de voler. Et dans une intrigue secondaire, Monica, la fille de Christopher Strong, épouse Harry Rawlinson, un homme marié plus âgé avec lequel elle a eu une liaison, après que sa femme lui ait accordé le divorce. L'épouse de Christopher Strong, Helen Strong, elle, de son côté, est au courant de la liaison de son mari, mais elle choisit de souffrir en silence. Puis Cynthia apprend qu'elle est enceinte de Christopher Strong et elle prend l'avion une dernière fois et après avoir réussi à battre le record du monde d'altitude, elle se suicide en écrasant délibérément son avion. Voilà, j'ai raconté toute l'histoire mais parce que j'ai un peu rentré dans les détails du film, donc c'était pour pas perdre les auditeurs et les auditrices. T'as bien fait. Donc en fait, c'est un film qui a été réalisé pendant le pré-code, donc 1930-1934, donc avant l'instauration stricte du code d'autocensure à Hollywood, le code Hays. Et cette période est considérée comme une période où le cinéma était plus permissif. Et dans cette période, on a notamment montré des femmes plus indépendantes, sexuellement actives et qui transgressaient en fait les normes de genre. Et c'est durant cette période que Dorothy Arzner a réalisé une grande partie de ses films, dont La Phalène d'argent. Et c'est vrai que ce qui détonne d'emblée dans le film, c'est le personnage de Cynthia Darrington, donc joué par Katharine Hepburn, car il s'agit d'une aviatrice qui s'habille en pantalon. Alors, évidemment, pour nous, ça n'a rien de spécial, mais à l'époque, en fait, c'était très rare de voir des femmes en pantalon. Et de cette manière, en fait, elle vient menacer la stabilité des rôles traditionnels des hommes et des femmes. Mais le titre anglais du film, c'est Christopher Strong. Et en fait, Dorothy Arzner a affirmé que c'était en fait lui le personnage principal du film. Car c'est par le biais de ce personnage
que le film, en fait, procède à une critique de certains codes de valeurs et de comportements qui font la masculinité conventionnelle. Et contrairement, en fait, à ce que pourrait prétendre son nom, Christopher Strong, ce personnage est tout sauf fort. Au contraire, il est lâche, indécis, hypocrite. Il veut le beurre et l'argent du beurre, une épouse qui ferme sa gueule et une maîtresse qui doit rester dans l'ombre. Et on a plusieurs scènes, plusieurs choses qui révèlent en fait d'emblée le personnage. Donc en fait déjà s'il est attiré par Cynthia, c'est davantage pour son apparence physique que pour ce qu'elle est. La première fois qu'il la voit habillée de manière très féminine avec une robe moulante, il lui demande avec espoir « Est-ce que c'est toi vraiment ?» Comme si il semblait préférer la Cynthia féminine que celle qui est plus masculine, qui est aviatrice et qui porte des pantalons. Ensuite, Christopher Strong agit avec sa maîtresse comme un mari, c'est-à-dire qu'il s'arroge le droit de limiter sa liberté et d'exiger d'elle qu'elle sacrifie sa carrière. Ce qui est intéressant en fait scénaristiquement, c'est que l'intrigue secondaire vient condamner Christopher, car elle permet d'instaurer un parallèle entre Christopher et Harry. C'est-à-dire que le personnage de Harry rompt tout contact avec Monica jusqu'à ce qu'il soit libre de se marier avec elle. Donc de cette manière, Harry se révèle être un homme qui a un code d'honneur. Christopher Strong, lui, continue d'avoir une relation avec son épouse et sa maîtresse en même temps, et donc par contraste, il apparaît comme déshonorable. Et Cynthia, contrairement à Christopher Strong, elle est véritablement héroïque. Son suicide à la fin peut être perçu comme un retour à l'ordre moral, à la famille, et le marketing du film a d'ailleurs beaucoup joué là-dessus en affirmant que le suicide de Cynthia était en fait l'acte courageux d'une femme qui se sacrifie pour préserver le caractère sacré du mariage. Mais en fait, il peut aussi être lu comme une volonté de protéger l'épouse de Christopher Strong. Parce que en effet, Cynthia Darrington et Helen Strong sont loin d'être rivales. En effet, dans une scène précédant le suicide final, Helen Strong qualifie Cynthia de femme courageuse et refuse de déguiser ce qui est un problème entre un mari et une femme en une rivalité féminine. On a donc là en fait un moment de sororité qui se dessine. Et finalement, au lieu d'être un sacrifice pour préserver le caractère sacré du mariage, le suicide de Cynthia a plutôt l'air de montrer l'impossibilité pour une femme de vivre comme elle l'entend, et le couple hétérosexuel freine en fait son appétit de vivre. Donc voilà, alors vous comprendrez pourquoi j'ai précisé qu'elle était lesbienne, car en fait, tout est lié. De ce que j'ai pu lire en fait à son sujet, donc j'ai vu que 3 films d'elle pendant ce mois sans homme, mais en tout cas la question du couple hétérosexuel et des frustrations qu'il entraîne en fait a l'air en effet de traverser ces films. Et tu sais si le titre original est une manière aussi de faire passer un petit peu la pilule de la sororité en disant vous inquiétez pas quand même, le personnage est un homme sur l'affiche, etc. Bah je sais pas, parce qu'apparemment, enfin en fait, souvent les analyses se concentrent sur le personnage joué par Katharine Hepburn, mais bon, pour Dorothy Arzner, vraiment ce qui est important c'est le personnage masculin, mais bon évidemment elle est peut-être plus dans l'idée de faire une critique de ce personnage. Évidemment, bon, le marketing, peut-être, ça l'arrangeait d'avoir ce titre, hein, ça. Ouais. Mais ouais, donc du coup, oui, je connais Arzner. J'avais pas vu ce film-là, mais je le connaissais un peu de réputation parce qu'il est assez référencé aussi dans un autre film que j'aime bien, qui est Amy de Laura Mulvey, justement, dont on reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais qui est aussi un film sur une aviatrice et sur une figure pionnière comme ça de. Oui, mais elle a inspiré le personnage. Du film. Exactement, ouais. On parle souvent d'enseignement du cinéma, on parlait d'histoire du cinéma tout à l'heure, mais comment aussi on pourrait faire émerger des figures comme celle-là et comme ce film en particulier, comme quand on est prof de cinéma, là, faut pas se leurrer, on cherche les exemples qui marchent bien, quand on est prof tout court là, et, ouais. Alice et Cédric, on en a déjà parlé longuement. Et j'ai l'impression que celui-là, il marcherait bien justement aussi pour expliquer c'est quoi la période du pré-Code Ace dont tu as parlé, de dire c'est une période qui est pas encore l'autocensure d'Hollywood à fond, il y a quand même un peu plus de liberté et ce film semble le montrer, mais il y a déjà un peu le côté il faut quand même
est passé entre les lignes, entre les mailles du filet, du marketing. Il faut quand même le vendre. Ouais. Le Oui, film. c'est ça. Ok, ça donne super envie. Moi, je connaissais vraiment pas. Je fais le malin en disant des fois que je donne des cours d'histoire du cinéma, mais voilà, comme quoi il y a toujours des trous dans nos connaissances et ça me donne envie Ah bah oui. d'aller de ce côté-là. Donc, je vais aller voir ces films vraiment. Dorothy Arzner. Ah, et j'ai lu que Dorothy Arzner avait apparemment inventé la perche. Donc, la perche son. Donc, quand même. C'est vrai? Voilà. Waouh. Dans les femmes Je savais badass. Ouais, c'est clair. Première fois, je le mettrai dans mon quiz, mais un jour où tu seras pas là, Clémentine. Ah, c'est stylé. Donc, la perche pour la prise de son, par un opérateur à distance. Intéressant. Eh ben. Ça va aller dans mon cours aussi, ça, dis donc. Excellent. Bon, on était dans les femmes badass. Raph, toi aussi, t'as envie d'y aller avec un de tes coups de cœur, et il y a peut-être de ça, puisque tu vas nous parler de cinéma de genre. Alors, il y a des femmes badass dans le cinéma de genre. Ouais, j'avais envie de faire un petit coup de cœur parce que aller voir Titane, ça m'a beaucoup rappelé en fait un courant cinématographique, un mini courant cinématographique on pourrait dire, qui est né autour de l'année 2000, un peu avant, un peu après, qui est pas très connu et que certains critiques anglo-saxons ont appelé le New French Extremism, donc le nouvel extrémisme français. Alors en fait, c'est des films qu'on a peut-être déjà croisés ailleurs, mais dont on savait pas forcément qu'ils s'appelaient comme ça, avec des cinéastes en fait qui sont donc venus du cinéma d'auteur à la française et qui ont introduit des éléments de genre, et notamment des éléments qui vont aller loin dans l'extrême, donc de la violence, du gore ou de la pornographie. Les plus connus, vous en avez peut-être quelques-uns, c'est Bruno Dumont, Bertrand Bonello, Gaspard Noé, Philippe Grandrieux, enfin voilà, ce genre d'auteurs qui apparaissent au tournant des années 2000 en France et qui vont un peu dynamiter le cinéma d'auteur. Où sont les femmes dans ta liste? Et là-dedans, il y a plusieurs films de femmes qui sont vraiment intéressants et que je trouve vraiment, en plus, qui vont encore plus loin finalement que leurs comparses masculines. Déjà, il y a mon petit chouchou évidemment, Trouble Every Day de Claire Denis, qui est un cauchemar au moment où on le voit, mais qui laisse des souvenirs impérissables, avec une Béatrice Dalle absolument possédée. Il y a un autre film qui est assez proche aussi, qui s'appelle Dans ma peau de Marina Devanne, que vraiment je conseille pour ceux qui ont le cœur bien accroché. C'est une histoire d'automutilation dans la bourgeoisie parisienne active, et qui est vraiment assez dérangeant. Et puis on peut citer aussi le classique Baise-moi de Virginie Despentes, qui est un grand film féministe par une grande autrice littéraire à la base. Voilà, donc pour celles ceux qui ont envie de voir un petit peu ce que ça fait de faire du film d'auteur mais version trash, je pourrais conseiller d'aller voir ces 3 films-là. Et puis plus récemment, on a pas mal d'autres autrices intéressantes qui ont repris ce flambeau, et pas seulement en France, et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette espèce de croisement entre la patte d'autrice, le féminisme et le film de genre, finalement, ça donne une scène qui est très active aujourd'hui depuis 5-10 ans, avec des réalisatrices comme Anna-Lily Armirpour, qui est donc d'origine iranienne, si je ne m'abuse, et qui officie en Angleterre. Son film A Girl Walks Home Alone at Night est merveilleux, une relecture très très belle, esthétique, relecture féminine du mythe du vampire. Julia Ducournau évidemment, Alice Lowe aussi dans l'espace anglo-saxon, qui a fait notamment Prevenge, qui est jouissif, un film sur la maternité qui est en même temps un film sur une serial killeuse. Coralie Farja en France avec un film comme Revenge sorti en 2018, et puis une petite pépite aussi un peu méconnue qui est Agnieszka Smojenska, qui a fait un film qui s'appelle The Lure, donc la sirène, Korki Dancingu en polonais, et qui est une espèce de comédie musicale sur des sirènes en polonais. Et voilà, il y a un espèce d'absurde et en même temps de radicalité dans la forme, dans le fond, qui m'a beaucoup séduit dans ce film. Donc voilà, je vous conseille ces quelques noms pour aller plus loin. Pour ceux qui ont aimé Grave ou Titane et qui se disent ah là là, c'est une pépite isolée, eh bien sachez que non. Voilà, il y a toute une scène derrière qui est très active. Ouais, et puis c'est intéressant de refaire l'histoire de ce sous-genre-là, mais avec des femmes et pas seulement les quelques hommes qui ont pris un peu la couverture à eux que t'as cité au tout début, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est en général ceux qui sont le plus connus. C'est aussi parce qu'ils se sont inscrits de manière plus durable dans ce genre ou ce sous-genre, on va dire. Parce que finalement, des femmes comme Devanne, Denis, Despentes, elles font un film qui s'y rattache et qui va faire tout exploser, mais elles s'installent pas de manière très longue
dans ce genre de cinéma, et elles reviennent parfois à d'autres choses. Dépendent d'ailleurs, a pas fait beaucoup de films, et aujourd'hui elle dit volontiers que faire du cinéma féministe c'est un casse-tête pas possible et qu'elle a plus envie de s'y coltiner, quoi. Donc voilà, c'est aussi pour ça peut-être qu'elles sont un peu sous-estimées dans cette petite vague. J'ai l'impression d'avoir vu Clémentine qui prenait des notes pendant ta liste. Non, mais j'ai rajouté les titres de films que t'as conseillé dans ma liste de films à voir en vrai. On en parlera d'ici quelques semaines. Ça donnait envie. C'est vrai que moi, j'en connais pas beaucoup dans cette liste, mais je connais beaucoup Claire Denis comme toi, et ce film-là, Trouble Every Day, il fait vraiment exception au milieu de sa filmographie. Alors il est à sa place logique pour plein d'autres raisons, thématiques, etc. Mais au niveau du genre cinématographique, ouais, c'est un one shot. C'est sûr que c'est pas Gaspard Noé, quoi, dans la filmographie. Je crois que c'est le film qui m'a le plus traumatisé de toute ma vie. J'en ai fait des cauchemars pendant plusieurs semaines. Tu l'as vu quand? Tu l'as vu à quel moment de ta vie? Il y a longtemps, il y a 10 ans, au début de mes études. Ouais. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie, mais je suis pas sûre d'en être capable. Non, mais en fait, je te pose la question parce que j'ai exactement le même souvenir que toi, et moi je l'ai vu quand j'étais au lycée, parce que je sais pas comment, j'étais en option cinéma et j'avais vaguement entendu parler de Claire Denis, puis j'ai téléchargé sur Casa Trouble Every Day. Puis... Un prof qui a oublié de mettre l'avertissement de contenu, c'est ça? Mais je sais même pas si c'est ma prof, je sais pas, mais j'ai vraiment le même souvenir que toi, Alice, cette impression. Ah, c'est bien de le rappeler, ça reste du cinéma où il faut avoir le cœur bien accroché, mais si vous êtes client, ça peut être très intéressant pour vous. Il serait bon que tu nous mettes par écrit cette liste, Raph, puis on la publiera sur nos réseaux sociaux. Ouais, pas de souci, je vous ferai ça. Il y avait beaucoup de titres, donc ce sera l'occasion. Alice, puisque tu parlais de Trouble Every Day, ton expérience singulière de ce film, on va terminer cette section de conseils de films avec toi. Mais toi, tu vas nous conseiller des films nuls. Alors, faire l'expérience de mauvais films, en tout cas, ça t'a inspiré. Ouais, je vais plutôt vous déconseiller, alors. Ouais, c'est ça. Non, j'ai juste une petite réflexion sur les films nuls, parce que dans l'ensemble des films que j'ai vus ce mois-ci, il y avait aussi des films un peu nuls. Premier exemple qui me vient en tête, c'est Wonder Woman de Patty Jenkins, qui m'a vraiment très peu convaincue, alors que franchement, je suis plutôt cliente de ce genre de film d'habitude. Mais là, j'ai trouvé ça hyper cucu. Vraiment, elle sauve le monde grâce à l'amour. La mise en scène des combats, c'est pas bien, c'est trop cuté, on voit rien, c'est pas spectaculaire, c'est incompréhensible. Et puis Gal Gadot, je suis désolée, mais elle joue vraiment très peu, quoi. Elle a la même expression pendant tout le film, c'est très pénible à voir. Et donc je trouve que ça montre que des films de femmes peuvent être sexistes. C'est la même remarque qu'a fait Clémentine au début, parce que évidemment la société l'est, hein, le patriarcat, c'est un système d'organisation sociale, et puis l'industrie est sexiste aussi. Et ça aussi, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais il y a une réalisatrice, mais en fait, les producteurs, notamment sur Wonder Woman, sont tous des hommes, les scénaristes sont des hommes, et en fait, c'est une grosse équipe d'hommes. Et là, c'était surtout de la com, de choisir une réalisatrice pour ce film. Ouais, puis ils ont quand même pris une actrice qui est une égérie mannequin de l'armée israélienne, donc c'est pas le meilleur endroit pour se déconstruire. Ouais, ce qui est problématique aussi, effectivement. Et puis après, avec le recul, en fait, je me suis dit que j'étais plutôt contente qu'il y ait des films de femmes nuls. Parce que du coup ça montre qu'il y a de plus en plus de films de femmes, et peut-être qu'un jour on pourra regarder des nanars de femmes, des films de dimanche soir de femmes, etc. Et moi j'adorerais ça, et qu'on puisse détester des réalisatrices femmes, parce que là on est obligé de faire un peu comme si on aimait tout, parce que on est dans une optique de mettre en avant. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de diversité pour sortir de l'essentialisme, et sortir aussi du fameux regard féminin et des sujets de femmes. Si on pouvait avoir des films vraiment sur des sujets super nuls de femmes, ça serait intéressant. Ouais. Donc je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez vu des films nuls de femmes? C'est quoi le film le plus nul que vous ayez vu réalisé par une femme? Bonne question. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut commencer? Sinon, je peux m'y coller pour vous laisser le temps de réfléchir un peu, parce que en fait, j'ai une idée assez précise, et c'est un exemple que je prends souvent. Et je vais balancer, en plus, tant pis, on a parlé d'elle tout à l'heure et tout, comme quelqu'un d'important, une première fois, tout ça. Mais c'est un film de Jane Campion, qui s'appelle In the Cut, et dont j'ai un très très mauvais souvenir. Je pense que c'est le film dont j'ai le plus mauvais souvenir de cinéma de ma vie. Je l'ai vu à sa sortie en fait en 2003, et en 2003 j'étais vraiment pas très vieux, et je sais pas,
par quel hasard, je sais plus en concours de circonstances, je suis allé voir ce film au cinéma en 2003, ça a comme pas de bon sens. Et donc j'en ai donc un souvenir très très vaporeux comme ça, mais c'est à cause de ce souvenir de In the Cut de Jane Campion que je me suis jamais intéressé à sa filmographie à elle, et je pense même que j'ai jamais vu la leçon de piano. Et oui, c'est un genre d'aveu que je vous fais ici, mais à cause de ce souvenir de cinéma de In the Cut. Et j'ai comme vaguement l'impression d'avoir lu entre-temps sur Jane Campion que c'était quand même l'un des films les moins réussis de sa filmographie. Donc j'étais assez mal tombé dans des mauvaises circonstances. Je peux bien rebondir sur ton aveu parce que j'en ai un à faire aussi. Moi, j'aime pas du tout la leçon de piano et ça m'embêtait vraiment beaucoup que ce soit justement le seul représentant d'un cinéma de femmes à avoir eu une palme d'or. J'ai dédramatisé pour toi. J'ai pas vu In the Cut, mais alors vraiment, la leçon de piano, ça me passe au-dessus. En plus, moi qui aime beaucoup les films sur la musique, j'aime bien quand c'est bien fait. Et là, c'est un peu une catastrophe, c'est très cucu, c'est très mièvre, ça me parle pas du tout. Donc vraiment, moi si j'avais un film nul de femmes, ce serait celui-là. Je suis très content que cette première fois ait laissé place à une nouvelle première fois. Voilà. Bon, on est très Jane Campion, il va falloir citer quelqu'un d'autre quand même parce que sinon vous allez, on va penser. C'est de l'acharnement là. Voilà. Non, mais désolé, hein, c'est rien contre elle. Mais... non, mais j'aime pas trop non plus, enfin. Cédric, est-ce que t'as une idée, toi, un aveu à nous faire, toi aussi? C'est dur. Un aveu, je sais pas, parce que le problème des films nuls, c'est qu'on s'en souvient pas. On fait exprès de ne pas se souvenir les avoir vus, donc j'ai un peu du mal. Mais pendant ce mois-ci, t'as vu principalement des bons films? C'est un peu ça ta conclusion, quand même? J'ai vu principalement des bons films, et parfois des films qui m'ont un petit peu déçu. Par exemple, j'ai vu un film d'Émilie Deleuze qui s'appelle Peau neuve, qui est intéressant parce que c'est un film de femme sur un univers hyper masculin. Finalement, on a un type qui se cherche un peu, il sait plus trop où il en est, quel métier il veut faire. Il quitte son métier de testeur de jeux de vidéo et il décide d'apprendre à manipuler des engins de chantier, quoi. Donc on va dire, l'idée de base est super intéressante. Il y a un début d'amitié qui est très intéressant, mais il y a quelque chose d'insatisfaisant, de pas tout à fait complet, juste des idées, on va dire. Voilà, c'est pas un film nul, hein, du tout. Plutôt décevant. Voilà, un petit peu décevant. Voilà, c'est celui que je citerai. Ok, Émilie Deleuze, ça a à voir avec oui, avec Gilles Deleuze. Ah bah c'est pour ça que c'est oui, nul. Je crois que ça suit. C'était une perche que je tendais direct à Alice. J'ai Bravo. senti. C'est ça, la passe décisive. Clémentine, est-ce que tu vas ajouter ton nanar J'allais aussi citer un film de Jane Campion. C'est pas vrai. Non, je l'ai cité tout à l'heure, donc Lina Wertmüller. Enfin, après, je vais pas dire que j'irai pas qualifier que ces films sont nuls, mais alors d'une certaine manière, j'ai un peu culpabilisé de ne pas aimer ces films parce que je suis donc une grande fan de cinéma italien. Et là, je me décide donc à voir les films d'une des rares réalisatrices de cette époque. Donc, j'aime surtout la période années 60-70. Donc, il y avait deux réalisatrices italiennes importantes à cette époque. Donc, Lina Wertmüller et Liliana Cavani. Donc, je me dis, allez, je vais voir enfin les films de Lina Wertmüller. Et vraiment, j'en ai regardé plusieurs et je me suis dit, bon, allez, le prochain, celui-là, je vais peut-être accrocher. Et pas du tout. Et vraiment, ces films, je les trouve très brouillons. Et en fait, à la fin de chaque film, j'étais perplexe à me dire, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Où ça va? Enfin, je comprenais pas vraiment où ça allait. Et du coup, pour un peu me guider, je lisais des choses sur Internet. Et sur Internet, c'est tout et son contraire. Enfin, c'est-à-dire, mais même dans des articles rédigés par des universitaires, c'est-à-dire qu'en fait, certaines personnes disent que c'est une réalisatrice féministe et d'autres qu'elle est anti-féministe. Donc c'est très compliqué en fait, le tout premier film que j'ai vu d'elle, donc c'était pas là pendant le Mois sans homme, mais c'était il y a quelques années, donc un film qui s'appelle, alors ses titres sont à rallonge, donc Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été. Je crois que c'est ça le titre. Et c'est vrai que quand j'avais vu ce film, j'avais trouvé ça horriblement misogyne. Et sur Internet, je voyais des gens qui disaient « Ah, c'est un film qui critique le patriarcat. » Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, parce que c'est une femme, forcément, c'est un film féministe. Et voilà, donc c'est un cinéma très ambigu. Et voilà, on sait pas trop sur quel pied danser. Et donc vraiment, voilà, c'est un peu triste, mais une des rares
réalisatrice italienne de cette époque, je n'aime pas ces films, voilà. On sent la déception, mais dans le fond, c'est pas grave. On prend toujours le risque de pas aimer les films qu'on regarde. Mais c'est vrai que quand on regardait les films avec l'enjeu de réfléchir aux questions de genre et tout ça, oui, parfois on oubliait un peu d'emblée notre regard de spectateur de base, qui est que après tout, d'abord le film il va nous plaire ou pas, puis après on verra comment on pense le film en fonction de telle ou telle grille d'analyse, par exemple celle du genre. Mais non, mais c'est juste qu'après j'aime plein de films qui sont tout à fait sexistes et compagnie, donc c'est pas tellement ça qui m'a gêné dans ces films. C'est vraiment, en plus j'aime pas sa narration, j'aime pas son style de grotesque, voilà, mais en plus il y a ça qui s'ajoutait, donc ouais. Je suis un peu déçu, comme t'es dans Naissance d'une nation en ce moment, je pensais que t'allais dire que les films nuls c'était ceux de Leni Riefenstahl ou je sais pas quoi. Genre donc la cinéaste de propagande nazie des années 30. Mais je sais pas si c'est ça que tu prévois pour la suite sur ta chaîne YouTube, mais te fais pas trop de mal non plus, Clémentine. je les ai déjà vus, les films de Leni Riefenstahl, donc c'est bon. C'est difficile à voir, Enfin, vraiment, moi, j'avais essayé un peu. C'est à la fois assez inventif sur le plan des formes, de la mise en scène et tout, et vraiment une cinéaste brillante de son époque. Oui, non, mais c'est horrible, oui. Et en même temps, comment elle s'est retrouvée à faire des films pour le régime hitlérien. Enfin, c'est vraiment un crève-cœur de voir ça, quoi. C'est vraiment une personne qui, par ailleurs, était... elle a dénoncé des juifs, tout ça, donc c'est vraiment pas quelqu'un... Ah non, c'est pas quelqu'un qu'on peut sauver, du tout. Mais même, on peut même pas dire non, elle savait pas ce qu'elle faisait ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment, c'est très triste de voir un tel talent. Oui, non, c'est clair. Mis au service de ça. Enfin, bon, bref. C'était le point Godwin du mois sans homme, merci. Non, mais c'est vrai aussi quelle place on lui donne dans ces deux exemples-là, et je vais terminer, je vais fermer cette parenthèse histoire du cinéma, mais ces deux exemples qu'on donne, que ce soit Griffith et Leni Riefenstahl, quelle place on leur a donné dans l'histoire du cinéma à la place de plein d'autres jalons qu'on aurait pu faire émerger de manière un peu plus intéressante. Donc heureusement qu'aujourd'hui on relit l'histoire du cinéma et on fait émerger d'autres figures également. Je vais donc fermer cette parenthèse sur les films nuls. On a le droit de reparler de trucs bien maintenant, c'est bon. Oui, c'est ça. Justement, pour cette fin d'émission, on a été, c'était très français et c'était très scolaire, quasiment en 3 parties. D'abord, des grandes considérations un peu générales. Là, on était sur les conseils cinématographiques. On va terminer avec des petites chroniques un peu plus sur des détails qui nous ont intéressés, qui nous ont marqués, qui ont point comme ça dans nos visionnements. Clémentine, puisque tu parlais à l'instant, je peux peut-être te laisser la parole pour continuer sur la question de l'invisibilisation des femmes réalisatrices. Tu avais une petite anecdote à partager avec nous. Toujours sur Lina Wertmüller. Oui. Donc en fait, j'ai découvert qu'il existait un western italien réalisé par une femme, donc Lina Wertmüller. Et j'étais très heureuse parce que je suis une fan de western italien. Et évidemment, alors déjà dans le cinéma italien, il n'y a pas beaucoup de femmes. Alors dans le cinéma bis, alors là c'est le désert. Donc je me suis dit, mon Dieu, un western réalisé par une femme avec un personnage féminin principal et tout. Bon, bref, je regarde. Donc ce film s'appelle Belle Star Story et il est sorti en 1969. Bon, au final le film m'a plutôt déçu. Voilà, c'est pas un grand western italien, c'est plus une curiosité pour les amateurs et amatrices comme moi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé pendant le tournage. Donc en fait, la production du film a été un peu particulière puisque c'est un certain Piero Cristofani qui devait réaliser le film. Il a donc commencé son travail de réalisateur, mais rapidement il est évincé par l'actrice principale du film, Elsa Martinelli, et remplacé par la réalisatrice Lina Wertmüller. Donc Lina Wertmüller a donc assuré la réalisation du film, mais pour autant, elle n'a jamais été créditée au générique. Et en fait, c'est un certain Nathan Witch qui est crédité au générique. Donc Nathan Witch était le pseudo en fait de Piero Cristofani. Alors je précise pour les personnes qui ne savent pas, c'était assez courant à l'époque dans le cinéma italien populaire, surtout dans le western, que les acteurs, les actrices et même les réalisateurs prennent des pseudos anglophones. Donc par exemple,
Voilà, si vous ne le saviez pas, Terence Hill, en fait, s'appelle Mario Girotti. Donc voilà, désolé si je casse un mythe. Ouais, ils ont tous des blazes hallucinants. Voilà, c'est ça. Ils ont, en fait, c'est des purs Italiens. Ils ont rien d'américain. Bon, Lee Van Cleef, si ça peut vous rassurer, c'est un vrai Américain, lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Lina Wertmüller, donc déjà, elle apparaît pas en tant que réalisatrice, mais elle a aussi participé au scénario, mais même en tant que scénariste, elle est créditée sous le pseudo masculin de George Brown. Et voilà, et c'est seulement des décennies plus tard qu'on a su que c'était elle qui avait en fait réalisé le film. Et bon, désormais, c'est elle qui est créditée comme la réalisatrice du film, bon voilà, sur les éditions DVD, sur les sites voilà de VOD. Donc voilà, c'est une petite anecdote qui est assez éloquente quand même sur la question de l'invisibilisation des femmes. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a le double enjeu de cinématographie nationale et de faire disparaître une femme. C'est-à-dire que tant qu'à mettre un pseudo qui fait américain, bah autant que ce soit celui d'un homme, quoi. C'est ça l'idée. Allez, on continue dans les petits détails de nos visionnements. Raph, ton détail, c'est un regard. C'est absolument précis, ça. Ouais, c'est assez précis. Je suis désolé, je vais parler de quelque chose d'assez précis, mais en même temps, ça va rebondir sur la visibilisation parce que finalement, quand on dit invisibilisation des femmes, on parle en termes de travail, en termes de reconnaissance publique, etc. Mais on pourrait nous dire assez facilement que des femmes sont pas du tout invisibles au cinéma. Il y en a partout. Elles sont même d'ailleurs trop souvent trop visibles. Elles sont sexualisées. Elles crèvent l'écran. C'est des stars, etc. Dans le système hollywoodien, il y a énormément de grandes actrices, etc. Bref. Oui, c'est d'ailleurs souvent un argument un peu pour les historiens traditionnels de dire oui, mais les actrices quand même. Voilà, exactement. Ça, on nous répondra peut-être ça. Et on verra les discussions qui s'en suivent. Mais bref. Et tout ça me mène à un concept qu'on n'a pas encore vraiment abordé dans cette émission, mais où ça me paraissait intéressant de faire un petit point, c'est celui de male gaze, qui est très courant quand on parle de cinéma et de féminisme. Pour replacer très brièvement, c'est un concept qui est inventé en 1973 par Laura Mulvey, une critique de cinéma, théoricienne et réalisatrice, un peu plus tard aussi, de films militants expérimentaux, dans un article qui s'appelle Plaisir visuel et cinéma narratif, où elle parle du cinéma classique hollywoodien et elle interroge la construction du plaisir dans ces films. Le plaisir ressenti par les spectateurs et spectatrices, et notamment le plaisir esthétique qui est construit selon elle de manière très genrée, avec ce fameux male gaze, donc qui consiste à dire que finalement la caméra se substitue à notre regard et elle nous met dans la peau d'un observateur masculin qui va regarder de manière un peu prédatrice des objets qui sont des corps féminins. Contrairement à ce qu'on entend parfois, ça décrit pas le fait qu'un film soit filmé par un homme ou par une femme, mais plutôt le processus de masculinisation du regard au cinéma. Le fait que chaque spectateur ou spectatrice est invité à regarder le monde comme si on était un homme hétérosexuel. Et en pratique, du coup, c'est un concept qui est intéressant, qui est un peu difficile à manier dans l'analyse parce que, en fait, il suffit pas vraiment à dire ce qui est bien ou pas bien ou ce qui est sexiste ou pas sexiste, à part quelques exemples très extrêmes où on voit très bien que la caméra est lubrique, est un peu malaisante, voilà, va dans la prédation du corps féminin, etc. Finalement, quand on est dans des exemples nuancés, c'est un peu compliqué à utiliser. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça croise des questions plus générales sur la mise en scène. Au cinéma, il y a plein de codes un peu implicites pour positionner le regard du spectateur, notamment dans ce qu'on peut appeler un raccord regard. Donc on a un plan sur un personnage qui regarde quelque chose, puis tout de suite après on a la chose en question qui est regardée, ou encore le champ contre champ, c'est-à-dire l'alternance entre deux personnes qui se parlent, et donc à chaque fois on passe d'un plan à l'autre par le fait que le premier personnage regarde le second. Enfin, bref, voilà, ça c'est des règles pour finalement dire que ce qu'on regarde, on le regarde toujours avec certains personnages. Et donc, c'est souvent ce que les féministes vont pointer du doigt avec le male gaze, c'est que, globalement, on regarde souvent avec les personnages masculins, tandis que les femmes sont plutôt les objets du regard. Et j'ai repensé à ça avec un des films que j'ai vu pendant ce mois sans homme, qui est High Life, de Claire Denis, dont on parlait tout à l'heure. C'est son dernier film, si je ne m'abuse, 2019, qui est un film de SF assez contemplative sur un groupe de condamnés à mort qui sont envoyés comme cobayes dans une mission spatiale un peu étrange. Et un détail qui m'a marqué, vraiment, qui se trouve dans la dernière partie du film, celle où le personnage principal, joué par Robert Pattinson, est tout seul sur le vaisseau avec sa fille, qu'on voit d'abord bébé, puis ado. Et la fille, c'est un personnage compliqué parce que, pas forcément dans le film d'ailleurs, mais plutôt en dehors, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sont sortis sur le film et qui sont un peu malaisants, qui voient une relation incestueuse entre le père et la fille, etc. Alors que,
honnêtement, je n'ai pas du tout vu ça, et j'ai un peu l'impression que c'est des vieux critiques un peu libidineux qui projettent ça sur dès qu'il y a un personnage à l'écran une fille à l'écran qui trouve un peu jolie, quoi. Bon, bref. Ouais. Et justement, le film fait un truc intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la fille pose plein de questions à son père sur elle et surtout sur son apparence extérieure. Elle est ado, elle cherche à se rassurer, et donc elle est là, bon, comment sont mes dents, mes cheveux, mon visage, est-ce que j'ai l'air bizarre, est-ce que je suis jolie, des questions d'ado, en fait. Quelle image est-ce que je renvoie? Et pendant tout ce temps-là, on la voit de dos. Et c'est un plan unique où on voit juste le visage de Robert Pattinson tourné vers elle, qui la regarde, mais on ne participe pas à l'observation. C'est-à-dire que elle nous demande de la regarder, et nous, on peut pas. C'est comme si Claire Denis ne voulait pas que nous, spectateurs, nous sentions autorisés à juger sa beauté, en quelque sorte. Alors que son père, lui, se trouve autorisé par le scénario. D'ailleurs, on pourrait peut-être complexifier un peu en disant que même lui, finalement, il évite un peu les questions, il esquive, il refuse de la traiter absolument comme un objet à commenter ou à juger, contrairement donc à ce qu'ont vu certains critiques, il n'y a pas du tout de truc de désir là-dedans. Et donc j'ai trouvé cet exemple assez remarquable, j'en ai pas forcément d'autres en tête au cinéma, mais il y en a certainement. Ça m'a rappelé un autre exemple qui était pas cinématographique, qui était littéraire, dans un livre que j'ai lu récemment, qui s'appelle The City and the City, qui date de la fin des années 90, écrit par Shaina Mieville, là aussi de la science-fiction un peu punk, et qui est intéressant parce que c'est un livre écrit par un homme, dont le personnage principal est un homme. Il est enquêteur sur une affaire un peu fantastique qui implique une ville invisible qui serait cachée au cœur d'une autre. Et le personnage du narrateur a une acolyte féminine dans cette enquête, qui est un personnage assez important, qu'on voit souvent intervenir, mais qui n'est jamais décrit. Et à un moment, il précise même qu'il observe cette femme, son visage, son apparence, et là, on attend la description qui va suivre, on attend de savoir ce qu'il voit. Et ça n'arrive pas. Il n'y a pas le raccord regard, il n'y a pas le plan qui nous dit « et donc elle est comme ça ». Et donc on saura jamais ce que le narrateur a pensé, s'il l'a trouvée jolie, ni rien d'autre. Voilà. Et donc dans les deux cas, j'ai bien aimé cette un peu constellation d'exemples singuliers où on a un personnage masculin qui observe une femme, qui la détaille, et l'auteur ou l'autrice nous empêche d'y participer à ce regard, pour pas qu'on glisse dans la situation qui peut être potentiellement malsaine de l'homme qui juge les femmes simplement avec son regard et avec ses mots. Voilà. Donc c'est une petite expérience dont j'avais envie de vous parler, une espèce de frustration du désir de regarder ou d'observer, qui en même temps remet en question un petit peu notre manière que ce soit de faire de la littérature ou de faire des films. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Je sais pas à quel point, je suis pas sûr que ce soit nécessaire là de lancer la discussion, le débat sur la notion de male gaze, parce que je trouve que tu l'as amené de manière assez nuancée, ce qui est pas souvent comme ça qu'on l'entend employé. Ça renvoie aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, on est, tu sais, même en tant que cinéaste, il faut aussi s'émanciper de certains codes dont on hérite et dans lesquels on s'inscrit. Donc, oui, il peut y avoir du regard masculin, donner un regard masculin à la caméra quand on est une femme qui filme. Et peut-être qu'on peut penser l'inverse, qui serait un mouvement vertueux de dire que heureusement qu'il y a des hommes qui filment pas les femmes comme les vieux critiques pervers dont tu as parlé tout à l'heure aussi. Ce serait ça aussi l'enjeu de déconstruire nos regards en regardant plus de films de femmes, peut-être, c'est de trouver une manière de filmer un peu plus intéressante, je vais le dire comme ça. En tout cas, un peu plus variée. C'est surtout ça, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que ça puisse avoir un intérêt, mais quand c'est systématique, ça devient un truc ininterrogé. Et du coup, là, c'est vraiment problématique. Et je pense que c'est ce qu'on veut dire quand on critique le male gaze de manière générale au cinéma. C'est une manière de dire, essayez de faire un peu plus original, s'il vous plaît. Voilà, c'est pas qu'on n'ait pas le droit de montrer des femmes sexy ou sexualisées, c'est juste qu'on ne voit que ça et toujours de la même manière. Clémentine est très d'accord. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou juste une approbation? Oui, voilà. C'est bon. Ben, merci Raph d'avoir... Et puis effectivement, on conseille High Life de Claire Denis, qui est une cinéaste qu'on connaît bien tous les deux parce qu'on l'a étudié en même temps à l'université il y a longtemps. Exactement. C'est pour ça. Je crois que c'est une des seules cinéastes qui a une longue carrière dont j'ai vu presque tous les films. Il m'en manque qu'un, mais tu m'as dit qu'il était pas top. Alors, ouais, c'est Un beau soleil intérieur. On en a parlé cette semaine ensemble. C'est le film qui est
scénarisé par Christine Angot avec Xavier Beauvois qui joue dedans. Exactement. Et Gérard Depardieu. Il y a beaucoup de red flags à mon avis. Ouais, j'avoue que ça m'a fait un peu peur, moi. J'y suis pas allé. Mais je crois que c'est le seul que je n'ai pas vu. Bah, j'aurais pu citer celui-là dans les mauvais films tout à l'heure parce que, en plus, je l'ai vu au cinéma avec ma mère. C'était le malaise après. Bref. En tout cas. Bah, je vais garder le micro parce que moi aussi, j'ai remarqué un petit détail que je voulais vous partager. Dans plusieurs films, parmi ceux que j'ai vus le mois dernier dans le cadre du mois sans hommes. Alors c'est en deux temps. D'abord, l'idée qu'il y a certains films réalisés par des femmes qui ont la volonté, peut-être pas explicite, mais au moins très évidente, d'être des lieux de passation de féminisme pour probablement en particulier les générations suivantes. Donc ça dépend de la subtilité de l'écriture, mais c'est même parfois quasiment des manuels féministes qui posent en tout cas assez clairement les questions centrales qui occupent les féminismes et qui apportent certaines pistes de réflexion dans le film. Donc c'est pas forcément quelque chose de nouveau, hein, ça c'est tout l'enjeu du cinéma politique, voire engagé, voire militant, et comme c'est pas mal le sujet de la thèse de Raph, peut-être qu'un jour tu nous feras un topo un peu plus clair sur la distinction entre ces étiquettes-là, mais c'est pas l'occasion aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense par exemple au film de Rebecca Zlotowski qui s'appelle Une fille facile, coécrit avec Zaya Dehar, qui est cette ancienne travailleuse du sexe médiatisée dans une affaire entre guillemets qui impliquait des footballeurs. Il y a notamment dans ce film une scène avec Clotilde Courreau qui joue une femme un peu bourgeoise qui en plus s'appelle Calypso, alors ça aide quoi à la caractériser là. C'est une scène qui sert clairement à laisser Zaya s'exprimer au premier degré, à la première personne, au sujet du féminisme, de la féminité en particulier, du rapport à son propre corps, de sexualité, etc. Il y a plusieurs scènes comme ça dans le film qui lui servent à s'exprimer, au fond, mais je crois que c'est la plus évidente parce que là, il y a un autre personnage féminin qui est joué par Clotilde Courreau, qui joue un peu la contradictrice, là, Zaya, qui donc sait défendre son point de vue, exprimer son propre point de vue sur ce que c'est que vivre elle, en femme, / peut-être en féministe, aujourd'hui. Donc ça, c'est mon premier niveau de repérage. C'est pas forcément le plus intéressant, mais en tout cas, l'idée qu'il peut y avoir une expression claire de position féministe dans le film de manière un peu didactique, comme ça, pour la transmission. J'ajoute un autre niveau, et là, je me situe peut-être plus dans le domaine de la comédie indépendante aux États-Unis, que j'aime beaucoup. J'ai remarqué la récurrence de références à des personnes ou des phénomènes réels dans des films de fiction, comme pour donner aux spectateurs et peut-être surtout aux spectatrices des points d'ancrage qui ne soient pas que théoriques, comme on l'a vu avant, mais bel et bien qui existent en dehors de la fiction dans le monde. Et je vous évoque 3 exemples très très rapidement. Dans le film Moxie, réalisé par la comédienne et réalisatrice Amy Poehler, c'est tout récent, ça date de 2021. Ce sont des références nombreuses au groupe de punk féministe Bikini Kill et d'une manière plus générale au mouvement des Riot Girls au début des années 1990, donc la musique punk féministe et féminine aux États-Unis à cette période. Et aussi dans le film, à une forme d'expression militante, c'est le fanzine qui va être l'un des enjeux principaux du film, donc des choses très concrètes. En fait, tu sors du film, tu vas sur Wikipédia, tu tapes Bikini Kill parce que en plus le nom il se retient facilement, puis on l'entend plusieurs fois dans le film. Et ben t'as des vraies infos, un point d'ancrage pour une recherche approfondie qui va peut-être être le point de départ vers aller un peu plus loin, parce que les Riot Girls c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup de choses sur ce mouvement, etc. J'ai remarqué la même chose dans le film Family de Laura Steinel qui est sorti en 2019, donc on est pareil dans l'extrême contemporain, un film avec Taylor Schilling qui évoque les Juggalos et les Juggalettes, c'est-à-dire la communauté de fans qui gravitent autour du duo de hip-hop Insane Clown Posse. Donc c'est un peu plus large ici que le féminisme, c'est des questions d'inclusivité, de bienveillance, notamment d'inclusion de la diversité des corps et d'acceptation de soi dans cette diversité. Donc le film c'est une fiction qui fait référence à cette communauté, mais ça se termine par une séquence qui est presque documentaire, voire reportage, avec des morceaux d'entrevues d'un certain nombre de ces fans qui expliquent grosso modo à quel point cette communauté elle est accueillante, inclusive, même certains vont quasiment jusqu'à dire que ça leur a sauvé la vie de rentrer au sein de cette communauté, etc. Ouais, tu veux dire qu'il y a des éléments dans le film qui te disent attention, là on est sur un degré de réalité un peu plus élevé et donc ça te donne envie d'aller voir quoi.
Oui, là, il y a clairement, dans Moxie, il y a des images type images d'archives. Et là, il y a clairement des images qui sont typiques du reportage et qui font signe vers le réel. Donc là, et en plus, ça, c'est une séquence qui est à la fin du film. Donc tu sors du film en te disant, il faut quand même que je vérifie si c'est un vrai truc. Et c'est le cas. Donc là encore, un ancrage dans le réel vers une communauté qui est marquée dans le film comme bienveillante, positive, etc. et intéressante pour des enjeux peut-être théoriques derrière, tu vois. Et puis le dernier exemple que je vous soumets, il est peut-être plus anecdotique, mais quand même, c'est la série Glow que j'adore, qui romance l'histoire réelle d'un groupe de lutteuses, en France on dit catcheuses, qui ont lancé la fédération nommée Glow pour Gorgeous Ladies of Wrestling en 1985. Et donc c'est une histoire d'empuissancement, d'empowerment comme on dit en anglais, qui est donc quand même basée sur des faits réels et qui plus est au sein d'un milieu qui est assez sexiste, qui est le catch dans les années 80. Donc le catch est resté très sexiste jusqu'à un tournant récent qui est très intéressant, mais je suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui. Peut-être un jour, ça viendra. Mais bref, j'ai remarqué donc dans plusieurs films et séries comme ça, plutôt ici du côté de la comédie dramatique, mais au fond il y a peut-être ça ailleurs. Je sais pas si ça vous fait penser à des exemples. En tout cas, je trouve que ça intéressant de dire, il y a une volonté de transmettre non seulement des idées féministes, mais peut-être des points d'ancrage aussi qui te permettent, en sortant du film, de dire, je vais commencer par quoi si ces thématiques m'interrogent, si les questions du film sont venues me chercher, j'ai 2-3 trucs qui sont des faits, qui sont des éléments historiques qui peuvent me servir à rentrer dedans, quoi. Je sais pas si ça vous fait penser à des choses ou c'est juste un peu les exemples que j'ai trouvés moi. On en parlait tout à l'heure, ça fait un peu penser parfois à ce que fait Agnès Varda avec ses films justement les plus engagés. Je pense dans L'une chante l'autre pas par exemple, où elle fait intervenir Gisèle Halimi qui joue son propre rôle en tant que donc avocate qui défend une femme qui a avorté, je crois, si mes souvenirs sont bons. Enfin voilà, il y a des choses comme ça et à la fin t'as toujours l'autre indice. Quand t'as pas d'image d'archives, c'est le générique où tu te rends compte que les gens jouent leur propre rôle et donc ça te fait dire, ah bah tiens, là il y a un point d'ancrage historique que j'avais pas forcément repéré mais sur lequel je vais pouvoir aller broder. C'est intéressant. Puis c'est bien qu'on ramène Varda un petit peu parce que elle est étrangement absente aujourd'hui. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est parce qu'elle plane au-dessus de l'émission sans vraiment être présente. Mais voilà. Ouais, c'est ça. En tout cas, je vous conseille ces 2 films et cette série, surtout Glow, j'adore vraiment, vraiment. Je vous les avais mis, je pense, dans mes conseils ce mois-ci, fait que ça se retrouve aussi sur nos réseaux sociaux. Alice, ton détail, la chose qui t'a intéressé en particulier dans les films que t'as vus, c'est une réflexion sur la violence, peut-être. Cédric a un petit peu parlé de ça déjà tout à l'heure pour lui répondre, pour compléter. Oui, la chose qui m'a vraiment marqué dans l'ensemble des films que j'ai vus ce mois-ci, c'est le nombre bien moins grand d'agressions, de viols et de femmes qui souffrent. Alors bien sûr, là je vais faire une généralité à partir de films que j'ai vus, hein, c'est pas forcément le cas dans tous les films de femmes, mais on a quand même l'habitude de voir des femmes qui souffrent au cinéma, et certains réalisateurs en font même un peu leur spécialité, hein. On peut penser à Lars von Trier par exemple, ou plus curieusement à Joss Whedon, qui a plein de qualités, mais qui utilise quand même beaucoup trop la femme qui souffre comme un moteur scénaristique dans ses créations. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et pour beaucoup de femmes, regarder une agression sexuelle au cinéma, c'est pas rien. C'est une violence, même si le film est pas complaisant sur cette agression. Alors on peut l'accepter, on peut se dire que c'est aussi important de montrer des agressions, mais quand ça devient trop courant, systématique, voire même un trope pour donner un motif de vengeance à un homme, c'est trop. Et donc dans la quinzaine de films que j'ai vus ce mois-ci, aucune agression sexuelle. Enfin, à part Titane, du coup, hier soir, qui vient gâcher ma chronique, mais voilà. Mais qui prend le parti inverse et qui le fait très bien. Et au début du mois sans homme, je me suis surprise à craindre que des agressions sexuelles arrivent dans les films et à m'inquiéter pour les personnages. Et j'avais tout le temps peur. Et puis, au fur et à mesure, il leur arrivait rien au fur et à mesure des films. Je vais donner quelques exemples. Il n'arrive rien aux petites filles dans Mignonnes, qui dansent, comme on l'a dit, de manière très lascive, à un moment dans l'arrière-boutique d'un laser game devant 2 hommes adultes. Il n'arrive rien non plus à Fern dans No Man's Land, alors qu'elle est dans son van toute seule dans une station-service la nuit et qu'on frappe à sa porte. Il n'arrive rien non plus à Pomme et ses copines dans L'une chante l'autre pas, que Raph vient de citer. Elles parcourent les routes entre femmes pour une tournée de concert, elles sont habillées comme elles veulent, ou alors elles vont avorter à l'étranger, et il leur arrive rien. Et c'était en fait extrêmement reposant pour l'esprit. Alors on pourrait dire oui, c'est pas réaliste, c'est idéalisé dans la vie et ça aurait été dangereux,
Mais on peut se demander aussi si un film doit vraiment être réaliste et montrer les violences faites aux femmes pour les dénoncer, pour les signaler, alors que peut-être il pourrait aussi proposer de faire l'expérience d'un monde qui est moins dangereux pour les femmes. Et on entend souvent ce débat à propos des films historiques, ou je sais pas, dans le monde medieval fantasy, etc., comme prétexte pour justifier des violences brutales envers les femmes, ou alors le fait qu'il y ait très peu de femmes. On entend souvent c'était comme ça à l'époque, c'était un monde brutal et dur, les femmes n'y avaient pas leur place, etc. Mais peut-être que on préférerait regarder des films médiévaux dans lesquels il y a des femmes de pouvoir qui sont libres et qui se font pas assassiner salement. Ouais, c'est marrant ton dernier exemple là, ça me fait penser au succès de Game of Thrones évidemment, où je me dis peut-être que c'est un élément qui a dû jouer sur le succès de la série et du fait que ça dépasse un petit peu la niche des amateurs de fantasy. C'est-à-dire ces femmes fortes qui sont quand même en nombre important dans la série, fait que du coup c'est agréable à voir pour des femmes aussi, quoi. Et en même temps, elles souffrent énormément, elles se construisent par l'agression sexuelle qu'elles ont vécue. Enfin, il y a aussi ça quand même dans Game of Thrones. C'est vrai, il y a un peu les deux. C'est très ambivalent. Ouais, il y a une série que j'ai découverte pendant le mois sans hommes, et justement en cherchant à aller voir des séries si possible produites, créées, réalisées par des femmes, une série qui s'appelle Feel Good, qui est créée par Mae Martin et qui joue l'un des deux rôles principaux. Et c'est étonnant parce que on parlait tout à l'heure des films nuls, là. C'est pas du tout une série nulle. Ma copine et moi, on a adoré la première saison, et en fait justement à la deuxième saison, la première saison, ça parle vraiment d'homosexualité féminine. Le personnage principal, c'est une comédienne de stand-up qui est lesbienne. Et puis il y a une de ses fans qui pense jusqu'à présent qu'elle est hétéro, mais qui tombe amoureuse d'elle. Puis elle commence une relation. Puis ça parle vraiment du début de l'amour avec ces enjeux de qu'est-ce qu'on cache, la lesbophobie sociale, etc. C'était en plus assez léger dans la manière dont c'était écrit, donc je trouvais ça super cool. Puis effectivement, à la deuxième saison, on va chercher un délire un peu plus psychanalytique, d'aller chercher les traumas du personnage, de voir qu'en fait elle est un peu fuckée, mais parce que elle a vécu un événement, vraisemblablement une agression dans son passé et tout ça. Et en fait, c'est le moment où on a lâché la série en se disant mais en fait on n'était pas vraiment là pour ça. On aimait bien quand le personnage elle allait pas super bien, on le voyait, mais on n'avait pas forcément envie d'aller creuser pour chercher le trauma originel du personnage. Là, je rejoins vraiment ce que tu dis, Alice. Moi, j'aime bien qu'on imagine montrer autre chose, quoi. En tout cas, ça me fait penser à cet exemple-là. Il y a Lisa Kudrow qui joue la mère de Mae Martin dans cette série. Je vous conseille ça. Voilà. Sinon, c'était que des noms que vous connaissiez pas. Alors, comme ça vous fait un petit repère. Peut-être, Cédric, t'étais un peu sur une idée pas contraire, mais un peu différente tout à l'heure sur la question de donner aussi la visibilité des agressions, des souffrances, des discriminations. Oui, il me semble que ça fait partie aussi de ce que peut faire le cinéma. Alors surtout si ça vient de femmes qui portent ça. Alors j'ai pas encore vu le film qui s'appelle Slalom. Ça parle de harcèlement sexuel, de quelqu'un qui est en position d'entraîneur sportif dans ce milieu très exigeant. Donc je pense que ça sera un film à regarder, et c'est une réalisatrice, Charlène Favier, qui a fait ce film. Alors là c'est plutôt une femme qui subit une agression, mais il y a un petit court-métrage qu'on peut voir en ce moment sur Arte qui s'appelle Love Hurts, avec Noé Habitat, qui est une adolescente qui au contraire va s'affirmer par la violence, quoi. Donc toute autre même actrice, toute autre situation, et deux personnages féminins du coup très différents, quoi. Donc voilà. Intéressant, ce parallèle entre les deux qui serait est-ce qu'on évacue la violence parce que ça fait du bien, ou est-ce qu'on se la réapproprie parce que j'imagine ça fait du bien aussi, en fait, dans un autre sens. En tout cas, je te rejoins beaucoup, Alice, sur ce constat que j'ai fait aussi, moi, je pense, dans mon mois. Alors c'est peut-être dû au film qu'on a vu, puis au genre qui nous intéresse plus, puis après tu fais des constellations, tu vas de film en film, mais ouais, je te rejoignais assez. On arrive déjà à la fin de cette émission, mais on a parlé de beaucoup de films, mais on a aussi tous et toutes vu beaucoup de films. Avant de conclure, je voudrais vous laisser l'opportunité de peut-être citer
Vraiment, on n'a pas le temps de développer, mais citez des films que vous auriez envie de conseiller à nos auditeurs et auditrices. C'est juste le moment où on prend son papier, son crayon, on note, puis on verra. Qui veut commencer avec ça, des conseils? Raph, t'as Allez, encore des films à conseiller? Ouais, il y en a un que j'ai pas réussi à citer pendant l'émission, c'est Vorace d'Antonia Bird, 1999, un western un peu cannibale qui est très très chouette. Parfait. Cédric, est-ce que tu voudrais ajouter des films? Et ben moi, ça serait toute la filmographie de Solveig Patch, qui est vraiment intéressante. Hein. L'effet aquatique, notamment son dernier film. Excellent. Alice? Voilà. Je vais conseiller une série, petite chouchoute, Girls, la série de Lena Dunham, un peu sorte de Woody Allen féministe, et il y a Adam Driver dedans. Les quatre filles sont trop bien aussi. On prend. Ben oui, c'est une série culte, ça, quand même, Girls. On en a pas Effectivement, ça vaut parlé le et coup. c'est vraiment bien. Je te suis. Clémentine, t'as encore des conseils? Je citerai 2 autres films de Dorothy Arzner. Ouais. Merrily We Go to Hell, dont j'ai vite fait parler, et L'inconnu du palace. Voilà. Parfait. On va continuer à explorer sa filmographie. Alors moi, je regarde un peu dans la liste des films que j'ai vus. Vous conseillez peut-être un autre film québécois quand même pour continuer à québéciser avec Cédric l'émission. Le film Une colonie de Geneviève Duluth-Decelles qui parle là encore de la construction de 2 jeunes femmes, dont une c'est même une enfant, mais dans le contexte des réflexions qui entourent la colonisation et la décolonisation très compliquée du Canada, donc les enjeux autour de la reconnaissance des territoires et des peuples autochtones. Donc Une colonie de Geneviève Duluth-Decelles, et puis la filmographie de la cinéaste états-unienne Lynn Shelton, que j'ai découverte vraiment grâce au Mois sans âme, puis je vais me plonger dans tout ce qu'elle a fait parce que j'ai juste adoré son film qui s'appelle Your Sister's Sisters, qui s'appelle en français, je sais plus, c'est super mal traduit. Comme d'habitude. Donc Your Sister's Sister, la sœur de ta sœur, et puis je sais qu'il y a d'autres films d'elle sur Netflix. Bref, c'est complètement le cinéma indépendant américain que j'aime, donc je vais aller creuser également de ce côté-là. Eh ben, concluons donc ce Mois sans homme. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous à l'écoute. Merci à vous qui étiez de l'autre côté de l'Atlantique derrière vos micros. Rappelons, terminant par un tour de table, où on peut vous lire, vous entendre, vous voir même pour certains et certaines sur les réseaux sociaux, sur partout. Alice, on te suit comment? On me suit sur Twitter, @philopoulpe. Et en ce moment, je parle beaucoup de ce que je vois au cinéma. Ah oui. Philopoulpe, Cédric. Et sur Twitter, Facebook, avec mon prénom, Cédric Essette. Cédric Essette, Raph. Sur Twitter, surtout, Raphaël Jodon, c'est mon nom complet. Et Clémentine, maintenant qu'on a bien teasé ton épisode sur Naissance d'une nation, il y a pas que ça quand même. Du coup, sur YouTube, Cinéma et Politique. Après, sinon, je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux, sauf TikTok, Twitter, @cinéma et Paul, Facebook et Instagram. Voilà. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Clémentine, puisque c'était ta première fois. Tu reviendras, j'espère. Oui, avec plaisir. Oui, tu nous as prouvé que t'avais plein de sujets hyper pointus dans l'histoire du cinéma. C'est fascinant. C'était super chouette. C'est totalement notre cam. Merci. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode d'une invention sans avenir. Ciao tout le monde. Salut. 82 femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui. 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle depuis la première édition du Festival de Cannes en 1946. Dans le même temps, 1688 hommes ont pu monter ces mêmes marches. La double journée, pauvre maman, c'est bien épuisant et c'est mal payé. Friedrich Engels l'avait dit, dans la famille aujourd'hui, l'homme est le bourgeois et la femme est le prolétariat. Il avait raison, Papa Engels, il avait raison, car à la maison, l'homme est le bourgeois et
la femme et le prolétariat.